Un plaisir non dissimulé qu'on se retrouve encore ce matin dans cette agora, dans cet échange entre vous et nous, mesdames, messieurs, lundi 15 juillet 2019, alors que nos regards sont tournés vers l'Afrique de l'Ouest avec cette nouvelle monnaie qui va rentrer en service en 2020, au mois de juillet prochain. La CEDEAO en a décidé ainsi, mais sauf que les débats commencent à poindre, les polémiques également sur quelle sera la nature de cette monnaie éco. Cette monnaie sera-t-elle une monnaie autonome africaine ou sera-t-elle un franc CFA bis? Quand on voit le débat qui tourne autour, mais surtout le récent voyage en France d'Alassane Ouattara et de la réunion vendredi dernier de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont le franc CFA comme monnaie commune, qui ont décidé qu'ils vont les premiers intégrer cette monnaie en 2020 et que cette monnaie, sur les critères de convertibilité, ne sera pas comme l'avait d'ailleurs signifié Buhari, le président nigérien. Dans le taux nigérien, le taux de convertibilité donc sera fixe pour Alassane Ouattara, là où Buhari estime que le taux de convertibilité doit être flexible pour le président nigérian. On voit bien qu'il y a là encore un gros débat là-dessus. Il y a également les critères de convergence économique. Il faut dire que cette zone est traversée par une disparité terrible, puisque le Nigeria, par exemple, a pour PIB 2400 $ par habitant. Dans le même temps, le Togo, par exemple, qui est son voisin, a seulement 650 $ de PIB par habitant, ce qui montre une vraie disparité. Il faut trouver l'efficacité économique, il faut trouver la convergence économique qui va avec, et donc c'est à ce titre-là que Alassane Ouattara a donc indiqué que les pays de la zone franc de l'Afrique de l'Ouest ont une certaine convergence économique et qu'ils pourraient être les premiers à s'engager sur cette voie. On va également évoquer la question de comment sera imprimée cette monnaie éco. Vous savez que le franc CFA est imprimé en France par l'imprimerie de Charmalières. Est-ce que les employés de cette imprimerie-là vont aller au chômage parce que le Nigeria, qui imprime lui-même le Naira, souhaite que cette éco soit imprimée au Nigeria ou soit au Ghana, le Ghana qui imprime le CEDI. Donc toutes ces questions-là achoppent actuellement en Afrique de l'Ouest. On voit très bien que la France souhaite jouer un rôle. Quel sera le rôle de la France dans cette monnaie éco? Mais il faut rendre hommage ce matin à une expression employée par un combattant nationaliste, André Blaise Essama. Vous savez que le franc CFA a été qualifié de franc des colonies françaises d'Afrique. Maintenant, l'éco est considéré comme l'euro des colonies, euro des colonies, puisque Alassane Ouattara veut que cette éco-là soit rattachée à l'euro. Malheureusement, nous voilà encore dans un débat qui est sans fin, débat interminable. Madame, Monsieur, bonjour à tout le monde. L'équipe est en place comme chaque matin pour ce rendez-vous 10-12, le Zénith. D'abord vous, Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Rifo Poussi, bonjour à nos téléspectateurs. Je voudrais avoir une pensée ce matin pour ces centaines des éléments de nos forces de maintien de l'ordre, notamment ceux de la délégation générale à la sécurité nationale, notamment ceux des promotions des années 2000 qui attendent toujours de voir leurs avancements, leur dossier d'avancement aboutir. Il semble que le circuit est corrompu et plusieurs voient le dossier bloqué depuis de nombreuses années aujourd'hui. Alors, Donald Brice Kamgan, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h40 pour la colère. C'est une chronique, on reviendra sur un sujet et nous en débattrons juste après. C'est bien cela? Très bien, à tout à l'heure à 10h30. Voilà, on enchaîne cette deuxième semaine ensemble. Absolument, Donald. avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, on va... ce matin, madame, monsieur, permettez-moi de marquer un temps d'arrêt parce que c'est également un moment d'émotion, un tout petit peu ému par le coup. Je rigole, je ne suis pas sérieux. Alors, Florazé, bonjour et bienvenue. C'est un ouf le soulagement pour beaucoup. Hein? Bonjour et bienvenue. Merci, Rifo Poussi. Bonjour à vous, bonjour à Donald Brice, bonjour à Momo Bengan, Dominique Audrey, à vous-même et à nos millions de téléspectateurs. Très heureuse d'être parmi vous. Ça se voit. Monsieur Fopossi m'écoute. Je rougis même. Je rougis. Ça se voit. Et moi, ce matin, j'ai lu quelque part le choléra de retour dans l'extrême nord. C'est à se demander si le choléra avait d'abord disparu. Les populations de ce côté vivent avec cette épidémie depuis pas mal d'années déjà. Et avec le temps qui déjà 4 à 6 morts signalés
pour cette période. Ces derniers jours-ci. D'accord. Et il faut rappeler qu'avec justement l'arrivée des saisons pluvieuses, c'est encore très grave. La montée justement de cette épidémie. Les foyers sont connus et il faut pousser. Les méthodes même efficaces sont également connues pour lutter efficacement contre cette épidémie. Donc j'ai le cœur serré parce que je sais que quand on parle de prise en charge de cette maladie, c'est quasiment inconnu ou inexistante encore dans nos différentes institutions hospitalières. Nulle part au monde ça n'existe. Hein. Depuis 14 mois, le Cameroun se bat contre le choléra, contre cette épidémie de choléra. À dire qu'il y a tout un secrétariat d'État au ministère de la Santé en charge des épidémies et des pandémies. Tout à fait. Lequel secrétariat est piloté par M. Halim Ayatou. Donc, on va le dire. Donc, il y a quand même des questions qu'on se pose, Florazé. Mais je me serais attendu que vous fassiez un point d'honneur quand même à nos Lions du volleyball qui ont massacré hier l'équipe du Kenya en Égypte. Tout à fait, Eric. Mais vous savez qu'il y a tellement... en tant que femme, oui, c'est vrai que l'actualité oblige, il faut également penser encore à tous ces justement problèmes qui sont venus justement entacher à cette victoire. Mais notamment c'est que justement les volleyeuses ont encore réussi pour cette seconde édition, ce sacre. C'est important de le dire et on le mentionnera justement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux avec Popoussou. Vous avez dit quoi, Négou aussi? Oui, j'ai dit. Vous y mettez, vous aussi. Voilà. Depuis bientôt 3 ans. Elle s'est convertie au Négou. Hein. Ça fait 3 ans déjà. Non, bientôt. Oui, merci. Voilà. Merci Florazé. On vous retrouve à 11h05 comme vous l'avez dit. Tout à fait. Vous lirez également les messages, vous me promettez. Parce que c'est un rituel. Vous ferez un serment. Non, vous ferez un serment pour ça. Vous mettez la main sur la Bible. Bon, on n'a pas de Bible actuellement. Vous dites que vous jurez que vous lirez les messages avec objectivité, sans prendre position. Non, je lis toujours les SMS avec objectivité. D'accord. Les téléspectateurs le savent. En tout cas, il ne faut pas trahir votre serment, en réalité. Alors, également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue, patriarche. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Monsieur Fopossi Negou, je m'inscris sur la même lancée que vous à l'entame de l'émission. Je ne crois pas trop à cette monnaie qui vient la zone en Afrique de l'Ouest. Vous n'y croyez pas? Non, je ne crois pas. Ou alors, si vous voulez, c'est le franc CFA bis. Et le franc CFA bis, il n'y a rien j'allais dire, même sur le plan symbolique, parce que et c'est à cela que certains rusés, notamment politiques français, nous amènent souvent. On vous dit, attendez, ça commence à changer les esprits pour mieux vous endormir. Absolument. Fait, les compatibilités, tout ce qu'on veut, non. Sur le plan politique, la France continue à maintenir ces 14 pays sous son giron. Voilà. Donc, il n'y a aucune avancée. La France, elle veut absorber le Nigeria et les autres pays. Le Ghana, oui, absolument. Et heureusement que ces pays-là ont encore la tête sur les épaules. Hein. Ils sont vigilants, ils savent quelles orientations ils en font. Surtout avec le président de Côte d'Ivoire qui veut asseoir le comptoir colonial français sur l'Ouest africain. Malheureusement. Et puis, vous savez, les mots ont un sens, les symboles aussi. La coïncidence veut que cet écho-là, qui va être arrimé à l'euro, comme le souhaite Alassane Ouattara, soit littéralement l'euro des colonies. Ça veut dire qu'on continue dans ce colonialisme, ce néocolonialisme 2.0 qu'on perpétue en Afrique, malheureusement, avec ces symboles-là. Oui, absolument. Malheureusement. Mais il faut aussi reconnaître quand même que le débat est en cours. Si on doit faire une analyse comparative, vous voyez qu'en Afrique centrale, il n'y a rien sur la question. L'Afrique centrale est complètement atone sur cette question du franc CFA. Il n'y a que les pays de l'Afrique de l'Ouest où le débat est au moins public, où on voit qu'il y a des initiatives qui se mettent en place avec les forces et les faiblesses qu'on peut énumérer, mais au moins dans la sous-région Afrique de l'Ouest, on voit bien que cette préoccupation est une préoccupation publique. D'accord. Peut-être je voulais en revenir. Okay. Non, parce qu'on peut rentrer avec le fouet de Boigny, comment ils ont embobiné tout un pays. Voilà. Il ne devrait plus y avoir de débat. Il ne devrait plus y avoir de débat. Il devrait avoir, parce que la monnaie, ce n'est pas économique qu'on vous trompe. La monnaie, c'est une donnée politique.
D'accord. C'est pour ça que il n'y a pas de débat. C'est justement on vous amène dans le débat pour que vous ne fassiez rien. Voilà, nous ne ferons pas le débat. D'ailleurs, on va, Florazé, merci également de nous permettre de lancer cette émission comme vous le faites. C'est, voilà, comme vous le faites d'ailleurs, je n'en dirai pas plus. Voilà, Florazé, vous, c'est à vous que je m'adresse, bien sûr. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Voilà. On va préparer le programme de ce matin, mesdames, messieurs, avec l'histoire du jour. Et l'histoire du jour est une affaire contée par Dominique Audrey au Yengelek. Qui est très jalouse ce matin. Pourquoi jalouse? Parce que vous n'êtes pas content de me voir. Quand vous êtes content de voir Flora, il y a de quoi être jalouse. Vous avez deux femmes sur le plateau quand même. Non, Dominique. Aussi. Voilà. Vous avez une scène de Florazé, vous comprenez pourquoi je vous ai interpellé à l'instant. J'avais présagé cette réaction. Voilà, cette réaction. Habituez-vous à ça. C'est ça la polygamie. La polygamie. Ok, c'est sa semaine. D'accord, très bien. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui commence en 2015 avec Hélène. À cette époque-là, Hélène avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 19. À 15 ans, Hélène était en classe de 3e. Et son père, de concert avec son ami, ont décidé de nouer un mariage. Donc, Hélène a épousé le fils de l'ami de son père. Celui-ci avait promis qu'un an après qu'elle aille s'installer là-bas, il devait venir faire la dot, célébrer le mariage, mais surtout la renvoyer à l'école, puisque à 15 ans, Hélène était encore en classe de 3e. Sauf que, après être allée chez lui, il y a eu l'arrivée d'un bébé. Malheureusement, l'école n'est intervenue à aucun moment. Après la naissance du premier enfant, il est devenu bizarre, il a commencé à rentrer tard, à boire et a commencé à taper sur Hélène parce qu'elle se posait des questions. Les frères d'Hélène se sont rapprochés de leur beau-frère, entre guillemets, pour lui dire que bon, si tu ne peux pas, nous, on va prendre sur nous de payer les frais de pension de notre petite sœur pour qu'elle rentre à l'école 3e, vraiment. Elle est très jeune, il faudrait qu'elle retourne à l'école. Le bon monsieur a dit jamais. C'est impossible que sa femme retourne à l'école. Elle mentionne également dans le message qu'elle m'a envoyé que son homme s'occupe d'elle. Mais pour ça, il faudrait qu'elle supplie d'abord pour qu'il lui donne l'argent de lait de toilette, l'argent de coiffure. C'est vraiment un chemin de croix. Aujourd'hui, Hélène a 2 enfants avec le monsieur. Elle voudrait rentrer chez elle. Sa famille est d'accord, mais son père estime que c'est une honte de retourner dans la maison familiale avec 2 enfants. Aujourd'hui, à 19 ans déjà, 4 ans de vie commune, 0 diplôme, 0 mariage, 0 dot, 2 enfants. Hélène aimerait savoir si elle doit rentrer chez elle pour reprendre sa vie parce qu'elle n'a que 19 ans. Ouais. Alors, d'abord, dotée? 0 dot. Il n'y a pas eu de dot? Non. Puisque c'est l'ami du papa, il a dit que bon, c'est mon ami. Mais après lui, à quel un an, âge le mari. Le mari à quel âge? il est dans la vingtaine. Donc il a sensiblement 30 ans, au max. Sensiblement 30 ans. Vous doutez de son âge ou bien... Non, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Ça va plus aussi. Ouais. Vous doutez de son âge ou pas? Bon, bref, je veux dire, sincèrement, quand les gens nous écrivent des histoires, c'est important que nous ayons toutes les données en main pour avoir une analyse qui soit un peu à côté de ce qui serait juste. Alors, mais avant de rentrer dans l'histoire de ce matin, je voudrais, cette histoire me rappelle un phénomène que l'on vit de plus en plus. Je n'ai pas fait une étude sociologique formelle, mais j'ai essayé d'écouter les uns et les autres et je me rends compte que c'est un vrai phénomène. Vous avez aujourd'hui, dans ce monde du 21e siècle, ce monde qui est assailli par les réseaux sociaux, WhatsApp et tout ce qui fait de ce monde aujourd'hui un monde hyper rapide, ultra rapide, une catégorie de femmes que je dirais frustrées, malheureuses et aujourd'hui prêtes à tout pour se découvrir. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a de nombreuses femmes qui sont dans le mariage à 15, 16 ans. Elles sont allées parfois quand elles n'étaient pas encore vraiment une personne mûre, mature. Et elles sont allées parce que leurs parents les ont envoyées donc dans ces mariages-là. Et après, sensiblement 7 ans de mariage, des enfants avec,
Et elles se rendent compte en fait qu'elles n'ont pas vécu leur vie. Ouais. Elles se rendent compte qu'elles ont passé 7 ans dans un couple, mais elles n'ont rien vécu. Donc elles découvrent en réalité le monde aujourd'hui. Parfois c'est par hasard, elles tombent sur une copine qui lui montre 2-3 choses du monde, qui lui montre qu'on peut aller un soir, je sais pas, faire des choses, voilà, des choses comme ça. Et elles se rendent compte que elles ont perdu leur temps dans un mariage avec un homme. 7 ans dans le noir. Un homme, oui, comme on dit, je ne voulais pas prendre ce terme-là. Comme elles disent, 7 ans dans le noir. Donc, elles ont passé 7 ans dans le noir. C'est pas que je cautionne ça, mais je dis juste, je fais le relais d'un discours que j'entends de plus en plus de jeunes filles. Elles ont dans 26-25 ans aujourd'hui, oui. Mais elles sont mariées à 15 ans. Donc, elles ont fait 10 ans de mariage. Aujourd'hui, vous les voyez toutes dévergondées. Elles se découvrent une nouvelle jeunesse. Elles commencent à s'habiller comme elles s'habillent. Parce que parfois, le mari, lui, au bout de 10 ans, est tout le temps dehors, a des maîtresses ici et là. Il abandonne la femme à la maison. Et donc, ces femmes-là se réfugient dans les groupes WhatsApp. Vous les voyez souvent avec des groupes sur Facebook où elles se racontent leurs intimités. Parfois, les hommes, il s'est même interdit aux hommes d'entrer dans ces groupes de ces jeunes femmes-là. J'ai eu la chance de me déguiser un peu et j'ai dû avoir 2-3 informations. Donc c'est un vrai phénomène. Si on ne prend pas garde, on est en train de construire des femmes qui vont détruire le tissu social du Cameroun avec ce qu'elles font là. Bon, maintenant revenons à l'histoire, même si c'est un lien. Oh, Bengan, de quoi il s'agit ici? Non, il s'agit de 2 choses fondamentales. La première, c'est le non-respect des us et coutumes. Vous avez parlé tout à l'heure de dot. Oui. Le respect n'a pas été doté. C'est non-respect des us et coutumes. Mais de l'autre côté aussi, non-respect des engagements pris, donc du serment. Ça veut dire la chose simple suivante. Lorsque, même parce qu'on a vu des situations comme ça où papa est l'ami d'un autre papa. Et ils se disent, mon fils va épouser ta fille. Voilà, c'est s'arranger. Maintenant, même lors de ces arrangements, il y a toujours la dot. Et lorsque papa ne veut pas prendre la dot, c'est papa qui s'explique au sein de la famille en lui disant non, j'ai 3 filles, ou il y en a 2. Bon, celle-ci, vraiment, je vous supplie, au regard des amitiés qui me lient avec Teddy, j'ai dit que j'ai dit, et là, la famille est au courant. Et on donne quelque chose de symbolique. Et on ne sait pas si c'est le cas, mais il me semble que ce soit le cas. Si c'est ça, il n'y aurait donc pas de doute. On lui établit l'acte de mariage coutumier et on continue. Donc, c'est ça que, comme vous disiez tout à l'heure, que les gens qui nous racontent des histoires doivent nous donner tous les éléments. Donc, si c'est ça qui a été fait, ce n'est pas le problème. Maintenant, le respect des engagements pris. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle serment? Comment on bénit les mariages, la bénédiction nuptiale, le mariage traditionnel? Lorsque vous revenez, si c'est encadré par les initiés que nous sommes, on leur dit qu'est-ce qui a été conclu au niveau de la dot, pendant la dot. On vous dit non, il n'y avait pas de dot, voilà. Mais on dit aux garçons, sache que oui, c'est un arrangement, mais sachez que vous allez entretenir votre belle-mère jusqu'à sa mort. Et que tous les frères de votre femme sont les beaux-frères. Chaque fois, leur vin, ils ne doivent pas demander leur vin. Bon, c'est pour consolider les relations dans l'avenir. Mais maintenant, on leur dit, qu'est-ce qui est conclu? La fille doit retourner à l'école. Mais à quel moment doit-elle retourner à l'école? Ça veut dire si elle va à cet âge-là, et le garçon aussi, semble-t-il, il est lui aussi jeune. Ça veut dire qu'on lui dit, oui, à ce temps, je veux que ma fille rentre à l'école. Elle fait 2-3 maternités, elle rentre à l'école. Donc, c'est les engagements. Mais pourquoi ces mariages précoces? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore se laisser aller par ces pratiques? Ce terme une fille à 15 ans. Mais le garçon à quel âge? Le garçon à quel âge? Oui. Le garçon, voilà, il a environ 30 ans. Et il a quel niveau d'instruction? On ne sait pas. Oui. On ne connaît pas le niveau d'instruction du garçon. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire aux parents, désormais, on comprend qu'avant il y avait cette volonté d'envoyer les enfants en mariage, mais désormais, est-ce qu'il n'y a pas un préalable de laisser les enfants filles finir leur scolarité, leurs études, avant de penser au mariage? D'accord, mais maintenant je voudrais aussi que vous me dites si l'agrégation est un gage d'un bon mariage. Si une fille a eu son agrégation, elle sera une bonne femme, une bonne épouse. Je vais commencer par raconter une histoire avec les effets pervers de cette situation. Ça veut dire que oui, on laisse des enfants naïfs aller en mariage.
c'est beau, comme elles vont naïvement en mariage, mais sauf qu'après 10 ans, dans le monde où on est, on apprend tous les jours, elles découvrent le monde et deviennent incontrôlables. Oui, cet agrégé donc en droit ou en anthropologie qui va en mariage et elle divorce 2 ans après. Elle n'était pas préparée. Au moins, elle y va en connaissance de cause. Elle est préparée. Non, elle sait au moins ce que c'est. Non, les lois qui encadrent le mariage ne sont pas arithmétiques. Ne sont pas arithmétiques. Ce sont des codes sociaux qui encadrent le mariage. J'ai dit le respect des engagements. Vous allez en mariage, même ce que vous appelez mariage précoce. La fille allait en mariage justement parce qu'on évite peut-être qu'elle ne soit dévergondée comme ça et tout, mais la famille du garçon avait à l'encadrer. Vous voyez, nous, à notre époque, on épousait des jeunes filles, mais on n'entretenait pas des rapports intimes avec ces filles-là jusqu'à un certain âge. Elle était prise en charge par les matrones parce qu'il fallait lui donner une certaine éducation, lui donner une institution. Lorsqu'un père de 60 ans prenait une jeune fille de 12 ans, il l'entretenait jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans pour aller. C'était rare. Lorsque ces cas arrivaient, sur le plan symbolique, on pensait avec que c'est lui. Mais en fait, le papa n'allait pas en relation intime. Non, mais je vous dis. Elle fuyait tout le temps, Bombo. Elle ne fuyait pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on laissait la possibilité à cette fille de grandir dans la cour et d'essayer de choisir un mari. Dès son âge. Dans la cour de son mari. Dans la cour de son mari. Oh là là. C'est ça qui était. Mais on savait que bon, c'est la femme de Bombo. Quand Bombo est allé chez ses amis là-bas. Mais quand les différents dates, nous, on la traitait bien. En tout cas, ce qui est. Mais sur le plan, j'allais dire social, on disait c'est la femme qu'on a donnée en Bombo. Mais non, c'est intéressant. Bombo sait que cet enfant, non. Même la maman, c'est-à-dire ma première épouse, n'ira pas la doter pour moi. Voilà. On va plutôt l'encadrer pour que un de mes fils puisse la prendre pour épouse, même si c'est à moi qu'on avait donné. L'arrangement a été fait à mon égard. D'accord. Donc, c'est pas comme ça que là, les anthropologues ont mal interprété cela. En tout cas, c'est la théorie de la complexité. Voilà, dans sa lecture, dans sa lettre même. Justement, on attendait à ce qu'elle soit mature. Qu'elle soit mature pour, même avec les gens de son âge, la chrétienne ici. Mais donc ici, c'est le respect des paroles données. Ça veut dire qu'en fait, le papa qui a donné sa fille, qui vient de donner sa fille ici, lui-même, c'est un personnage comme ça. Un personnage comme ça. On ne voit à aucun moment l'implication des deux familles pour l'encadrement de la jeune fille. Très bien. D'accord. C'est ça qui est... Alors, Florazé, vous avez semblé ne pas être d'accord avec ce qu'a dit Baoro Bengan ce matin, parce que pour vous, un discours comme celui-là a des conséquences néfastes sur la vie des jeunes filles. Bien sûr. Qui nous regardent certainement, ou bien des parents qui ont des jeunes filles qui parfois sont coupées de leur cursus académique pour aller se marier. Je peux bien comprendre Bombo qui fait partie d'une certaine génération qui ont toujours eu peur des mots forcés, mariage précoce, sauf que nous les utilisons parce que c'est la réalité. Moi, je ne vais pas indexer la famille de l'homme ce matin, j'indexe la famille de la jeune fille. À 16 ans, j'envoie ma fille en mariage. Pourquoi? Elle est plus jeune de 15 ans d'ailleurs. Elle a 15 ans. Elle est plus jeune de 15 ans. J'envoie ma fille en mariage à 15 ans. Pourquoi? Pour quel objectif? Non. Pour quel objectif? Pour quelle finalité? Pour quel but? Il faut pousser. Moi, quelqu'un t'a dit le papa c'est un homme olé olé en tête en l'air. Oui, parce que justement, je suis sûre que forcément dans cette histoire, il y a un gain, la famille peut-être du garçon est peut-être pleine aux as, si la fille va en mariage. Vous savez, et il agit pour lui personnellement. Et que je suis sûre qu'en catimini, il a même reçu un peu d'argent, il se fait entretenir par la famille de l'homme. Donc du coup, il brise, c'est-à-dire qu'il brise les bases fondamentales d'une relation. Et il banalise et il envoie justement sa fille dans les bras. Il la jette en pâture. En pâture, c'est le thème que je cherchais. Nous sommes contre justement les mariages précoces. Je suis contre les mariages précoces. En tant que non, maman. Oui, parce que après, j'ai toujours dit que. Parce qu'après, je comprends ce que vous dites. Parce qu'après, ça ne sert personne. Même l'homme lui-même, au bout de 10 ans, il est en face d'une femme marié, en face d'une femme qui a ouvert les yeux. Non.
et qu'il met un contrôle là. Ce que je veux dire, c'est que... À tout point de vue, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu, j'ai vécu une relation très intime. Moi, j'ai vu une fille de 20 ans. Vous avez dit qu'à 23 ans, c'est un peu, elle n'est plus très jeune. Mais on voit des filles de 20 ans, 22, 23 ans aller au mariage. Ça se construit. Mais là, on a affaire à... C'est-à-dire qu'on n'a même pas tous les détails. Est-ce qu'elle a une maman? Est-ce qu'elle a été préparée? On ne nous dit pas tout ça. Non, elle est en classe de 3e. C'est-à-dire que vous ne préparez même pas votre fille à avoir un background, c'est-à-dire que de penser par elle-même, de penser à ses études, son avenir et autres. Parce que vous vous dites, ok, d'accord, comme papa se dit, bon, j'ai 60 ans, je suis déjà en retraite, voilà dans mon gagne-pain de tous les jours. Donc, du coup, il envoie sa fille sans principe du mariage. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vous dis tout le temps que le mariage était désacralisé, c'est-à-dire qu'on ne pense plus que le mariage est une institution divine. Tout le monde s'y lance, on se jette la lèvre, comme on dit, il y a les c'est du marchandage et autres. Et malheureusement, ça c'est une histoire qui se vit je vais dire une histoire qui énumère les dérives. Justement, quand on parle de mariage, Eric, il faut pousser. Alors, la pauvre, il faut qu'elle rentre à la maison, même sans le consentement de ses parents. Alors, elle rentre revivre sa jeunesse. Et même dans la Bible, c'est écrit. Elle doit vivre sa jeunesse, pas dire vivre dans le libertinage, mais elle doit vivre sa jeunesse. Elle est ado, elle doit avoir un petit ami, c'est-à-dire qu'elle doit vivre tout ça dans la maison de ses parents. C'est dérive à elle, en tant qu'ado. Vous envoyez une fille de 16 ans en mariage pour qu'elle vous produise quoi en fait? C'est quoi réellement? Quels sont ces parents qu'on a aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose et il faut pousser. J'ai vu une femme qui a fait un témoignage, une veuve. Nous ne ferons pas le procès. J'ai connu une veuve. Elle a fait ça remonte à près de 10 ans. Ça m'avait ému parce que j'étais devant la télé. Et vous avez grillé une larme. Local, oui. Et la dame avait appelé pour donner un témoignage. Elle dit qu'elle a aidé, elle est veuve et elle a vendu les missonas pour envoyer ses enfants à l'école. Oh là, c'est dur. Et aujourd'hui, elle est heureuse parce qu'aujourd'hui, ses filles, ses garçons sont des personnes matures qui peuvent penser par... Elle n'a pas pensé à un moment donné, elle dit, ok, comme j'ai 3 filles là, très belles et tout là, on y va commencer à aller chercher les maris, etc. et tout. Mais non! Nos parents aujourd'hui rentrent... Malheureusement, c'est trop souvent le cas. Mais les parents d'une certaine génération, oui, il y a une cassure, d'une certaine génération, ce sont eux qui réagissent comme ça. Après, vous nous dire que la jeunesse est ci et ça, mais non. Il y a une catégorie de personnes d'une certaine génération qui brise tout. Madame Zé, juste vous dire une chose, parce que vraiment, je veux dire, il y a quand même une donnée sociologique qu'on doit intégrer dans la réflexion qu'on mène ce matin, c'est la pauvreté. Vous savez, la pauvreté et c'est là, moi je relance dedans parce que vous voyez les parents qui sont prêts, parfois, vous sentez, souvent vous rencontrez une femme, vous sentez que chez elle, elle a la pression de vite sortir de la maison. Vous sentez qu'on est en train de vite faire en sorte qu'elle trouve rapidement ce qui elle va se caser. Parce que peut-être là-bas chez elle, elle n'a pas le lit où dormir, les peines routiers qu'on peut voir ne sont pas suffisants. Si vous allez dans mon nœud natal, c'est-à-dire dans mon village, je dis qu'aujourd'hui... Non, ce que je veux dire, c'est que aller même là-bas rencontrer les jeunes filles, elles ne sont pas aussi faciles que vous le pensez, hein. Vous n'allez pas vous ramener parce que tu es un jeune fonctionnaire, vous venez de Douala, de Yaoundé et tout, vous allez commencer à avoir un langage, elle va vous dire, oui, je te suis papa, même sans d'autres sans. Non! Parce qu'aujourd'hui, les femmes ou les jeunes filles d'aujourd'hui savent ce que c'est qu'être indépendante. C'est-à-dire qu'elles construisent déjà elles-mêmes leur avenir. Donc la faute aux parents d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les parents d'hier qui sont dans le contexte de maintenant, d'aujourd'hui, qui n'arrivent pas, je ne sais pas, il y a eu une cassure à un moment donné, et c'est à eux la faute. Oh bah écoutez, non, mais c'est mon... Je ne veux pas qu'on distribue les mauvais points sur ce plateau. Donc pour moi, dire que la pauvreté, elle est non. Nous tous, nous avons vécu les moments difficiles et à aucun moment, nos parents nous ont envoyés en mariage parce qu'il fallait rembourser quoi que ce soit. Oui, allez-y Donald, votre parole là-dessus. Il y a plusieurs données à prendre en considération. Évidemment, le facteur de la pauvreté est un facteur qu'il faut tenir en compte. C'est vrai, tous les parents... Pauvreté ou convoitise aussi, les deux vont ensemble. Parce qu'on peut être nanti, mais on est traversé par des ambitions, on va dire, démesurées. Bon, oui, d'accord. Il y a le facteur pauvreté forcément. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de parents considèrent leurs filles comme des valeurs marchandes. Considèrent la fille comme étant une marchandise sur laquelle on investit et qui doit être placée
utilisons les mots commerciaux, qui doivent être placés chez un client, le client étant ici le partenaire. Donc, d'abord, la conception du mariage, du point de vue de certains, d'un bon nombre de parents, malheureusement, qui pose problème. Vous vous souvenez qu'il y a un prélat, l'archevêque métropolitain, pour ne pas le citer, qui à un moment donné a estimé que la dot, il fallait la supprimer. C'est vrai que ça peut être un avis, l'avis peut pas être extrémiste, mais ça nous amène au moins à mener une réflexion, un débat sur la considération que certains parents ont de la dot, par exemple. Donc aujourd'hui, ces pratiques-là, heureusement, se pratiquent à des échelles plus ou moins importantes, mais aujourd'hui, il faut considérer que beaucoup de parents voient leur fille comme étant une marchandise qu'il faut placer pour avoir de l'argent. Premier élément, je suis d'accord avec Floari, effectivement, le papa de Hélène doit forcément avoir reçu au moins quelque chose. Lorsqu'on écoute cette histoire, il doit avoir presque vendu sa fille pour avoir oui, l'argent. il dit qu'il n'a pas pris la dot, il dit qu'il n'a n'a pas vendu. Non, ça c'est officiellement. Non, pourquoi? Il y a un arrangement. Est-ce que la dot, c'est qui prend la dot? C'est le père ou alors c'est la famille? C'est pas le père qui prend la dot. Voilà. Il Ce doit sont avoir les oncles qui prennent la dot. Voilà. Il doit avoir un arrangement. Un arrangement, oui, mais pas sur le plan matériel. Sur le plan matériel, j'ai l'impression. Sinon, Lorsque vous envoyez un enfant de 15 ans en mariage. Bon, a-t-il au moins voulu se décharger d'une... Non, il y a des liens qui sont plus forts que ce que vous appelez matériel. D'accord. Vous avez un ami. Oui. Peut-être pour ce cas de parent, peut-être que le parent de ce garçon, ils étaient vraiment des amis. Et il estime que le fils de son ami doit avoir d'épouser sa fille. Mais là, je suis d'accord avec vous. Le problème matériel là que veulent insister Donald, on soupçonne déjà le fait de donner une fille de cette manière n'est pas assez bon, n'est pas assez commode. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc on s'élimine à ça parce que en fait vous faites comme si il n'existe plus de liens d'amitié, de solidarité entre les gens. Que c'est tout basé sur le matériel. Jusqu'où est-ce que c'est bien peu parlé? C'est ça le problème. Moi, je suis toujours gêné lorsqu'on surestime le rôle que doivent jouer les parents lorsqu'il s'agit de décider du partenaire de leurs enfants. Ici, le mariage est un accord entre deux personnes et à une proportion un peu plus grande entre deux familles. Et la vie des deux acteurs principaux, la vie des deux personnages principaux dans cette affaire est important. Et je suis toujours gêné lorsqu'on veut sacraliser, lorsqu'on veut mystifier le rôle du parent, lorsqu'on clame la suprématie du rôle des parents dans le choix de l'épouse de leurs enfants. Non, il faut, à 15 ans, l'enfant n'a pas de volonté. Alors qu'on lui impose, on dit, j'ai trouvé un ami et puis tu vas avec lui. Non, c'est pas comme ça. Ça nous ramène également sur un débat important. Quel type de famille est-ce que nous voulons bâtir au Cameroun? Est-ce qu'il y a des idéaux sur lesquels nos familles sont fondées? Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de code de famille. Il y a un code de famille qui date, dont une ébauche a été élaborée, je crois, en 1973 et qui est jusqu'aujourd'hui dans les tiroirs et qui n'a jamais été adopté. Est-ce que nous avons des idéaux sur lesquels nous fondons notre vie familiale? Il n'y en a pas. Oui, donc pour l'instant, on navigue à vue sur ces questions-là. Chacun construit selon sa façon de voir et de concevoir le monde. Selon sa coutume, ce que son village prétend. Ses ambitions aussi. Alors, on va terminer ce tour de table avec vous, Dominique Audrey. Le problème d'aujourd'hui n'est pas le mariage. Le problème n'est pas le fait qu'elle se soit mariée à 15 ans. Non. Puisqu'elle n'a pas mentionné, Hélène n'a pas de problème avec le fait qu'elle soit mariée. Hélène voudrait que son mari lui permette de retourner à l'école. Monsieur Fop aussi, je ne sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est qu'avant, les mariages se faisaient comme ça. Il y a énormément de mariages qui ont réussi par l'entremise des parents. Et comme Bomboka dit... Oui, et vous pensez que même dans des familles qui ont un peu de moyens, on n'arrange pas les mariages. Ça se fait. On arrange des mariages. On ne peut pas. Dominique, ce que je veux dire, c'est que même à 15 ans, les mariages se sont faits. Je connais Et aujourd'hui
ça continue de se faire. Mais la fille en question ne s'en offusque pas. Non, son problème est la conséquence de son choix. Bien sûr, même pour s'en offusquer. Non, je crois qu'elle a la capacité de s'en offusquer. Ici, on a affaire à une femme qui a juste besoin de retourner à l'école. Elle n'a pas de problème, elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle a 19 ans, mais attendez. Mais a-t-elle les moyens de faire en sorte, dans ce mariage, justement, d'aller à l'école? Elle n'a pas les Pourquoi pas? Bon, est-ce qu'une femme diplômée est sec et que le mari dit vous ne travaillez pas, a quel moyen pour dire je vais travailler? Elle est indépendante financièrement. Il y a des divorces. Son mari nous dit, madame, j'ai des moyens, vous ne travaillez pas. Elle dit je travaille. C'est un divorce, non? Oui. Là, le cas est différent. On a un bonhomme qui fait du chantage, qui fait de la rétention d'argent, qui menace parce qu'il sait que la fille est engagée. C'est pour ça que nous avons dit non de fait de l'engagement et que les deux familles, on ne les voit pas. On ne voit pas. Si elle n'avait pas d'argent, ses frères n'avaient pas se proposer de payer. Donc ils n'ont pas. Cette fille est vulnérable. Je ne suis pas. Non. Si c'était le cas, ses frères n'allaient pas prendre sur eux de vouloir payer. Ils n'ont pas un problème d'argent. C'est une relation. Son père et le père de son mari sont amis. Entre amis, je peux donner le nom de Faux Poussier à mon enfant parce que c'est mon ami. De la même manière, je peux vouloir que la relation entre Faux Poussier et moi perdure et on lie nos enfants. C'est sur cette base-là que le père de l'enfant est. Et il y a des parents qui ne veulent pas avoir la honte. Justement, lit les enfants. Est-ce qu'à 15 ans, vous trouvez que c'est normal? Les enfants doivent grandir ensemble. Et les enfants doivent dans une maison s'abandonner à eux à 15 ans. Non, on ne on a une jeune fille qui veut repartir à l'école. Le fait permet, c'est justement de les avoir abandonnés. C'est ça le seul effet pervers, c'est de les avoir abandonnés. On accompagne les jeunes époux, on les accompagne. Il a été dit que l'enfant rentrera à l'école, elle a déjà 2 maternités, il faut qu'elle rentre à l'école parce que l'âge aussi avance. Il faudrait c'est amener les gens à respecter. À ce moment, on peut donc comprendre son mari, elle le fait. Mais son mari ne veut pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, tout ça, quand on, j'utilisais un gros mot, quand on malaxe cette affaire dans tous les sens, on se rend compte qu'au final, la fille y perd. Beaucoup. Monsieur Faux, dans les mariages arrangés, ça continue de se faire. Oui, mais je vous dis que quand on malaxe, excusez le gros mot, dans tous les sens, la jeune fille est la perdante, quel que soit ce qu'on va dire là maintenant. Donc c'est pourquoi il faut laisser ses enfants à l'école et après vous les laissez. Il y a des gens qui vont à l'école étant en mariage. Mais sauf que ici le principe n'a pas été respecté. La famille n'a pas joué son rôle. C'est la famille qui n'a pas joué son rôle. C'est la jeune fille, c'est ce qu'il veut dire. Elle peut encore rattraper les choses, elle n'a que 19 ans. Ok, on va lire quelques messages. D'accord. Il n'est jamais trop tard. Flora, Zé, Madame Zé. Je vous appelle comme ça maintenant. C'est la nouvelle donne. Oui. Okay. Voilà. D'accord. Alors la première réaction est de Coco qui réagit depuis Newton Aéroport. Il dit que je pense que la dot est symbolique et ne doit même pas atteindre 200 000 francs, nous dit-il. Tous ceux qui vont au-delà sont juste des escrocs. Ils disent la première cause justement de la chute de leur enfant. Autre réaction ce matin. Cette dame, c'est pas de la marchandise. Il y a que des bâtards qu'on se... des bâtards qu'on essaie de se débarrasser. C'est Mbala depuis Bafia. J'espère que j'ai lu le message complet. Les mariages arrangés, c'est une réalité contemporaine, surtout en Europe, nous dit. C'est toute autre réaction. Autre réaction, nos parents ont encore un esprit reculé qui n'est pas différent du sel, de celle qu'on donnait aux chefs pour des esclaves. Cette fille est traumatisée et celle qui encourage ce mariage, voilà, les femmes peuvent innover, inventer, créer. Alors, réessayons de recaser la petite en lui montrant le droit chemin. C'est Choisi Nanga, un étudiant qui réagit ce matin. On va lire un dernier message. Oh, pourquoi il dit ça? Parce que l'étudiant, j'imagine que ceux qui nous regardent ce matin et qui sont d'un certain âge ont une autre vision de cette question. Concernant cette affaire, le père de la jeune fille voulait que son soi-disant beau l'aide à éduquer sa fille, dont l'envoyer à l'école. C'est la réaction de notre cher ami Ismaël. D'accord. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin. Histoire du jour menée
Avec beaucoup de cadence et beaucoup d'émotion, on va enchaîner avec la colère. Là encore, une émotion qui s'ajoute à de l'émotion. À tout de suite. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur un sujet grave. La crise de l'emploi. La simple évocation de ce sujet est un véritable stress pour de nombreux Camerounais. Car accéder à un emploi au Cameroun, c'est le trop beau rêve des milliers de jeunes gens qui, hélas, n'a jamais pu être réalisé. Ils ont pour profession chercheur d'emploi. C'est en effet la seule vraie activité qu'ils exercent en plein temps dans ce pays. Arpenter les couloirs des administrations publiques, des entreprises à la recherche d'un travail. Certains sont diplômés, bien formés, d'autres le sont un peu moins. Mais tous ou presque cherchent une situation professionnelle susceptible de leur assurer le minimum vital. Tout ceci malgré des discours à la mode sur la professionnalisation des enseignements. Chaque sortie médiatique du ministre de l'Enseignement supérieur donne lieu à une envolée rhétorique de beaux poèmes sur la volonté gouvernementale de faire de nos campus universitaires de grands temples de compétences et du savoir-faire où les produits qui y sortent sont capés pour le marché de l'emploi. Le chômage est la chose la mieux partagée au Cameroun, et ce malgré une ribambelle de structures chargées d'assurer un accès harmonieux des jeunes au marché de l'emploi. Avec un secteur privé limité dans sa capacité à absorber les demandeurs d'emploi, la fonction publique se présente pour bon nombre de jeunes comme la bouée de sauvetage, l'unique à leurs yeux d'ailleurs. Une fonction publique qui malheureusement ne peut tout absorber. Conséquence, bienvenue au royaume de l'incertitude, l'angoisse du chômage. À demain. La colère de Donald Brice Kamgan, on va dire épicée, on a bien compris, d'ailleurs cette situation, on l'a bien senti. Également le malaise qu'il y a à se rendre compte de la richesse de la main-d'œuvre que nous avons au Cameroun, puisque la majeure partie de la population camerounaise est jeune. C'est une bonne part dans cette population camerounaise, mais une population aussi jeune, comment est-ce que on la met au travail, comment on la met en mouvement, comment on fait en sorte que le pays profite de cette main-d'œuvre et puisse créer des richesses, source de devises pour qu'on puisse, en ces temps de crise des devises, dire qu'on est un pays qui fonctionne à peu près normalement. Même malheureusement le chômage, comme vous l'avez dit, et là où il n'y a pas le chômage, c'est le sous-emploi, malgré toutes les incantations qui sont parfois reprises par des personnes ici et là qui font semblant de nous montrer qu'il y a un travail de fond qui est fait. Malheureusement, vous l'avez dit, avec le grand discours, la grande rhétorique nationale sur la professionnalisation de l'école, on se rend bien compte que ça ne marche pas. Ça fait piche. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises se plaignent de ce que il y a lorsque les personnes qui viennent du système universitaire camerounais sont recrutées dans l'entreprise, ces personnes-là ne sont pas tout à fait prêtes sur le plan, on va dire, de l'efficacité, de l'opérationnalité. Il y a également ces chiffres qui sont vantés chaque fin d'année par le gouvernement, par le chef de l'État, 500 000 emplois créés pendant une année, sauf qu'on a bien du mal à voir quel est l'impact de ces chiffres qui sont répétés chaque fois sur cette donnée qu'est le chômage. D'ailleurs, il y a beaucoup de chiffres qui tournent autour du taux de chômage au Cameroun, mais sauf que on a toujours le sentiment que ce n'est pas réellement fait sur des bases crédibles. Alors, Boro Bengan, sur cette question qui achoppe, la question du chômage des jeunes, ou chômage en général au Cameroun, comment on en est arrivé là? Il y a deux faits qui sont arrivés, j'allais dire, de manière conjointe ou concomitante. Oui. Il y a une mauvaise définition des politiques économiques dans notre pays
Mais doublé à ça, l'effet conjugué comment je peux appeler, des mauvaises orientations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces deux-là réunis, ça nous a amené, Mokoko Priso parle de gouffre, un plongeon dans le gouffre. Donc, nous sommes allés dans le gouffre. Donc, et les mesures contraignantes du Fonds monétaire international amènent le Cameroun à éviter tout ce qu'on appelle planification et à rester dans les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, vous êtes sous perfusion. Vous savez, aux urgences à l'hôpital, quand vous amenez, ça veut dire que le cas est grave, on vous prend urgemment. Mais après, il faudra que nécessiter une hospitalisation pour le suivi et tout. Mais malheureusement, nous, ce n'est pas ça. C'est-à-dire l'hospitalisation veut dire qu'à un moment, on va déjà programmer votre sortie de l'hôpital. Mais nous sommes encore au niveau des urgences. C'est ça la difficulté qu'on a. Mais qu'est-ce qui favorise la création d'emplois? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un pays... On voit que le Cameroun a été à un moment donné, sauf si je me trompe, dans une période de plein emploi, non? Oui, absolument. Oui. Parce que là, d'abord, il existait le secteur public avec des emplois et absorbait l'essentiel il parlait tout à l'heure des diplômés et même des gens qui étaient formés. Oui. Mais à un moment donné, quand on dit au secteur public, vous devez démanteler, vous devez être démantelé. On dit à nos États, démanteler le secteur public. Oui. Et de l'autre côté, on n'a pas préparé le secteur privé à prendre le relais. Et quel relais le secteur privé devait reprendre au niveau des investissements, notamment l'industrialisation? C'est l'industrie. Ce ne sont pas les bureaux d'études, les cabinets d'études. Ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas le secteur tertiaire qui développe les études. Pas du tout. Donc, on a donc cassé. Et nos États, au lieu de se conformer, comme le font certains Occidentaux, c'est-à-dire réduire l'engagement de l'État en permettant aux multinationales de prendre le terrain, ça n'a pas été le cas chez nous, on n'a pas pu le faire. C'est là la problématique que nous devons résoudre. C'est-à-dire que si l'État, par exemple, avait dit, oui, je ne peux plus avoir les engins, chaque délégation départementale, avoir les engins qui vont reprofiler les routes, comment faire pour permettre aux Camerounais d'avoir des entreprises qui sont dans les bâtiments, les travaux publics. Voilà. Et les aider à se déployer. Et peut-être même leur donner des marchés d'autorité. C'est-à-dire, on lui dit, ah oui, nous avons nos chemins de fer. J'avais 2 entreprises camerounaises à qui on confie les chemins de fer. L'État peut le faire de gré à gré, sans passer par des appels d'offres, parce qu'il estime qu'il faudrait qu'au bout de 10 ans, j'ai des entreprises multinationales qui peuvent travailler le chemin de fer partout dans le monde. Il peut dire, par exemple, nous avons le cacao. Il y a un groupe ici, comment faire pour que le cacao soit transformé? Nous avons le bois. Est-ce que nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une industrie de bois? On permet aux banques et aux entrepreneurs d'investir dans ce secteur-là, mais on ne l'a pas fait malheureusement. On a même empêché aux Camerounais qui voulaient se lancer dans ceci, que ce soit l'industrie brassicole, les bois, un certain nombre de choses, on a fermé et on a encadré personne. Bon, il y a beaucoup de gens qui estiment aussi que notre système éducatif a échoué là, dans cette dynamique, et que là où on devait former des gens pour des emplois tout à fait techniques, beaucoup plus, on a formé des généralistes qui aujourd'hui se retrouvent pour la plupart dépourvus d'emploi. Donc je ne suis pas d'accord avec cette orientation. On a trop formé les juristes? Non. Beaucoup trop de juristes? Non, beaucoup je ne pense pas. de littéraires? Je ne pense pas. Il y avait, même à l'époque, il n'y avait que le CUS, le Centre universitaire des sciences de la santé. Il y avait l'École nationale polytechnique, supérieure polytechnique. Il y a eu ensuite l'ESSEC, l'École de sciences économiques et sociales. Et là, l'État n'a pas voulu faire en sorte que les diplômés ESSEC, trouver une passerelle pour que les diplômés ESSEC viennent par exemple gérer les entreprises publiques et parapubliques. Mais pourquoi Aïdjo a choisi justement que l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ne soit pas encadrée par le Polytechnique de Paris? Parce qu'à Paris, c'est les politiques. Il est allé, je pense, c'était à Toulouse, pour que ce soit... Sinon, les techniciens ont été formés, bien d'ailleurs, l'école des travaux, des postes, ainsi de suite. Là, nous sommes d'accord, mais est-ce que justement, il n'y a pas
beaucoup trop de généralistes non, qui auraient pu être se former. Non, le problème c'était qu'on n'a pas laissé au secteur privé de se déployer. C'est-à-dire que même le centre universitaire de Ngaoundéré qui formait les techniciens à tous les niveaux, les écoles d'agriculture de Bombari, de Mbalmayo, plus le centre universitaire de Tchang qui avait formé les ingénieurs agronomes, si on les laissait se déployer et l'État les encadrant, les disant nous n'avons plus les moyens parce que contraint par le FMI, mais non. On a laissé tout le monde se débrouiller. Oui. C'est ça le problème qui se pose. Dans ma question, je veux savoir, est-ce qu'on peut avoir la proportion des corps de jeunes qui sont les plus touchés par le chômage? Est-ce que un jeune qui s'est formé, est-ce que si on fait la proportion des jeunes formés dans les métiers techniques, par exemple, qui sont au chômage, ils seront plus nombreux que ceux des généralistes, j'en ai pour preuve qui ont fait histoire, langue et tout ça là, seront plus nombreux. Je veux dire, dans la proportion, est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'option dans la formation? Non, moi j'ai non du tout. Parce que j'entends souvent le terme, même dans ces séminaires, on vous dit adéquation, formation, emploi. Oui. Vous avez quel tissu économique pour absorber les ingénieurs que vous voyez? Vous avez. Et non, même le cas. Simple. Donc, en fait, pourquoi parlait-on des ingénieurs qui chôment au Cameroun? Non, on n'a pas manqué. Donc, c'est là le véritable problème, c'est qu'on n'a pas permis au secteur privé de se déployer. On les appelle souvent quoi, les créateurs de richesses, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est à eux de le faire. Par exemple, on peut prendre le cas comme ça. Si les industries brassicoles avaient prospéré, les industries du tabac, nous parlons du bois, nous parlons des bâtiments et travaux publics. Nous avons bien des Camerounais qui ont créé des entreprises dans des travaux publics et qui louaient les matériels même. Moi, je veux juste prendre une image, parce que je vais vous amener sur ce terrain-là, vous semblez me ramener sur le terrain. Alors, bientôt, ce sera la rentrée dans les universités, hein, que ce soit à Soa, Yaoundé 2, à Soa, Douala, Tchang, Ngaoundéré. Vous verrez que là-bas, en fac droit, par exemple, il y aura une masse d'étudiants. Vous avez des gens, vous demandez, mais ces gens-ci vont travailler où demain? On se pose la question, est-ce qu'on n'a pas peut-être au final un peu... on ne s'est pas trompé d'option à un moment donné? Non. La France continue à former les juristes, les philosophes, l'Allemagne aussi. Donc ces gens sont intéressants. Le vrai problème, c'est quand on parle de professionnalisation, est-ce que nos géographes qu'on forme, on les utilise dans les communautés urbaines? On ne les utilise pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne les utilise pas. Aujourd'hui, où on parlait des problèmes sociotibalisme et formation politique et tout. Est-ce qu'on utilise les juristes? On ne les utilise pas. Il y a combien de notaires qui sont en retraite? Est-ce qu'on, pour être notaire, est-ce que c'est facile au Cameroun? Est-ce que pour être huissier, c'est facile au Cameroun? Il n'y en a pas. Moi, j'ai dit qu'il n'y a même pas assez de juristes. Le problème, il y a un verrouillage d'accès. Et plus à ça, les petits postes d'emploi qui existent, on vient y mettre les réseaux. Si vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, ça complique davantage. Oui, parce que j'ai de la peine, hein, parce que nous étions à l'université. J'ai dit quelques facultés, que vous preniez, en principe, il ne devrait pas avoir de problème d'emploi dans notre pays. D'accord, ok. En tout cas, il y a parfois, Florazé, quand on évoque cette question de chômage et d'emploi, beaucoup estiment que les Camerounais ont réussi à surpasser tout ça. Mais vous, quelle est votre lecture là-dedans? Oui, certains ont réussi à surmonter tout ça. Parce que je veux vous dire, quand on est dans le secteur informel, quand même qui réussit à 70% à relever, à faire battre l'économie camerounaise. Ça, il faut le dire, à travers les petits métiers. Et on vit de ça tous les jours. Et c'est une épineuse question, il faut pousser. Parce que la crise de l'emploi aujourd'hui a accouché ce qu'on appelle le marché de l'emploi. Bon, Claire a évoqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend l'emploi. Parce que justement, on fait prospérer les résultats et tout. Et pour avoir une place au soleil, il faut pratiquement passer par des magouillages. Et c'est comme ça que justement la crise continue de prospérer. Pour ne pas revenir dans ce que Bambok a dit, même aujourd'hui, ça fait que dans le marché de l'emploi, chacun utilise sa stratégie de salarisation. Chacun utilise son dynamisme dans le procédé, enfin les structures même de l'emploi. Oui, vous n'êtes pas là, il y a une autre personne qui va vous remplacer, il faut pousser. Plus rien n'est respecté, hein.
C'est ça, et c'est la crise, en fait, en elle-même. C'est-à-dire que, et il faut avouer quand même qu'on a la main-d'œuvre, elle existe, elle est là, il faut pousser. Mais comment elle est managée? 25 000 emplois, on se rappelle bien de cette innovation et tout, qui était censée permettre aux jeunes de s'en sortir, d'intégrer sur la fonction publique et autres. On voit que ça a été un échec. Il y a tellement eu de dînes justement pour essayer d'aider les jeunes à sortir ou à faire face justement à la crise de l'emploi. On vous demande de créer des richesses, on vous demande d'être autonome dans la création d'emplois, d'être indépendant et autres. Vous avez vu aujourd'hui avec l'ère des startups. Les Camerounais ont réussi à faire ça. Hein. On nous a plongé dans l'agriculture, on a dit ok d'accord, vous êtes assez paresseux, retournez au village, allez prendre des terres. Les jeunes même ont réussi même à repartir. De l'autre côté, on constatait que les terres étaient déjà utilisées, les terres étaient déjà occupées par certaines personnes. Donc ce que je dis c'est qu'il faut justement une nouvelle politique de l'emploi au Cameroun et on a tous les moyens de le faire. Donald Brice et Dominique Audrey, vous prendrez la parole tout à l'heure avec les messages. Madame, monsieur, nous nous arrêtons là pour cette première partie de l'émission. On va marquer une courte pause et nous sommes de retour avec toute l'équipe dans un instant. À tout de suite. Aux thématiques que nous avons développées bien volontiers en première partie de ce programme. Alors, Madame Zé, nous sommes près de vous. À côté de vous. Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y. Le madame... Le madame, vous s'y est pas. Oui, non. Vous trouvez que le madame... vous trouvez que le madame vous emprisonne? Oui. Oui, bon, vous, non, là, à vous, je vais Flora. Flora, c'est vraiment... Voilà, ouais, c'est l'expression de... Pour moi, c'est digeste et c'est ouvert parce que... Non, c'est l'état d'esprit des jeunes femmes. Pardon, ça n'a rien à voir. Dans un cadre, donc moi ça reste un cadre familial et tout, donc vraiment Flora. Flora c'est pour tout le monde. Allons-y. Dominique. Première réaction de Christian ce matin, les généralistes ont beaucoup de chance, ils sont beaucoup plus favorisés par rapport aux techniciens, nous dit notre cher ami Christian. Lorsqu'on demande à un généraliste après le baccalauréat, tu sais faire quoi? Il dit je sais écrire. Voilà. Il dit je sais écrire. Donc il dit aussi que les généralistes sont beaucoup plus favorisés. Ok. Nous ne souhaitions pas faire un débat, une opposition généraliste et technicien. Nous souhaitions juste comprendre l'ampleur du chômage au Cameroun et quelles sont ses proportions, tout en profondeur. Alors, Donald Brice, votre commentaire à présent, avant de continuer à lire quelques messages. La question est complexe. Vous demandiez tout à l'heure si on ne forme même pas un peu trop de généralistes. On revient à ça, oui. Un peu trop de généralistes que de techniciens. Ce débat, évidemment, il est pertinent parce qu'il y a une question d'orientation qui se pose. Parce que justement, si vous allez en octobre prochain à la rentrée universitaire sur les campus, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de demandeurs en termes de filières dans les couloirs moins scientifiques, moins techniques, et que c'est davantage les filières littéraires qui sont très sollicitées. Cela pose évidemment un problème parce que beaucoup de jeunes vont de la CIL jusqu'au baccalauréat avant de se demander qu'est-ce que j'ai envie de devenir dans ma vie. Je veux devenir quoi? Médecin. Et puis à ce moment-là qu'on se réveille. Parce qu'il n'y a pas... Les services d'orientation scolaire n'existent presque plus. Alors lorsqu'ils existent, sont inopérants dans nos lycées. C'est l'un des départements les plus lésés dans nos lycées au quotidien. Conséquence, le ministère de l'Enseignement supérieur met chaque année sur le marché environ 5000 diplômés. Le plus souvent, ce sont des personnes sans capacité opérationnelle. Donc, ils ont de gros documents. Et puis, qu'est-ce que vous savez faire? La réponse est souvent difficile. Il y a une question, évidemment, du coût de la formation. Lorsque les parents sont conscients de la nécessité d'orienter les enfants vers des filières professionnalisantes, parfois, c'est dans ce qu'on appelle les IPES, les instituts privés d'enseignement supérieur, ou dans les facultés, les établissements qui forment direct pour le marché de l'emploi. Parfois, les coûts ne sont pas supportables par les parents. Et là, ça pose évidemment un problème d'investissement dans ce secteur parce que, évidemment, l'État veut rentrer dans les frais qui ont été investis pour acquérir des équipements et ainsi de suite. Il y a, en dernier ressort, je voudrais signer également le manque de coordination dans
les actions qui sont entreprises. Vous voyez le FNE, le Fonds National de l'Emploi, vous voyez le PAGRU, le PIFMAS, le PIACI, c'est des structures qui sont là depuis 10-20 ans, mais dont les résultats ne sont pas visibles parce que les structures se marchent dessus. Il n'y a pas un audit pour voir, vous êtes là depuis 20 ans, quel est le budget que vous avez reçu, quelles sont les actions que vous avez menées, quel est le nombre de jeunes que vous avez pu insérer de l'année de création jusqu'aujourd'hui. Ça demande évidemment que ces responsables-là soient entendus sur ce qu'ils font là. Sur le bilan. Je termine sur le bilan. Je termine par là. Il y a le mythe de la fonction publique au Cameroun. Beaucoup de gens aujourd'hui rêvent de travailler au ministère des Finances, de la forme on les a orientés vers cela parce qu'on a tué les autres pour laisser les nappes. Alors, mais est-ce que ça ne part pas également parce que après c'est une question bon, je ne sais pas si elle est vraiment à prendre en compte dans la dynamique du chômage massif des jeunes, puisque après, lorsqu'on est au chômage, l'emploi, sauf si vous nous dites que ces jeunes qui rêvent de cette fonction publique ont le choix des emplois dans le privé et les déclinent pour aller dans le public. Voilà. Mais, non, il y a... sauf que même dans le privé, c'est pas aussi trop le cas, finalement. Oui, non, je voulais dire que c'est parce qu'il n'y a pas de choix, justement. Il n'y a pas de choix. Et le danger, c'est quoi? C'est que la plupart des experts sont unanimes là-dessus. La fonction publique ne crée pas les emplois. Les fonctionnaires qui sont dans les bureaux à Yaoundé, dans les salles climatisées, ne créent pas les emplois. Leur rôle, c'est de réguler l'activité économique, c'est de traiter les dossiers, d'accélérer les procédures de demande de création des entreprises, par exemple. Or, beaucoup de jeunes veulent aujourd'hui aller à l'école normale, devenir qui fonctionnaire, qui administrateur civil. Cela n'a pas ça ne crée pas de richesse pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le tissu économique, le tissu industriel qui crée. Ce sont les hommes d'affaires, le secteur privé qui porte la richesse. Alors, c'est vrai que bon, justement, on a tenté, je ne veux pas, après je vais dire à vous, mais on a juste tenté et là je vous suis reconnaissant, Donald, d'avoir évoqué cette question de la sécurité de l'emploi. Il est clair que dans le secteur privé, il y a un réel problème de sécurité de l'emploi que beaucoup trouvent dans la fonction publique. Mais sauf que, peut-on déjà évoquer cette question sans déjà établir le nombre d'emplois qu'il peut y avoir déjà? Parce que la question est de savoir maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment d'emplois pour tout le monde? Et c'est quand il y aura suffisamment d'emplois pour tout le monde qu'on pourra maintenant s'intéresser sur est-ce que tel ou tel emploi n'est pas précaire ou pas précaire. Maintenant, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont rien à faire, qui sont à la maison à visionner, à faire des choses qui ne sont pas dans la formation qu'ils ont eue malheureusement. Dans un système rationnel, la fonction publique serait le maillon de la société le moins sollicité. Parce que, absolument. Oui, parce que ce sont les opérateurs économiques qui brassent la richesse, qui font tourner l'économie. Chez nous, la fonction publique est corrupte parce que c'est le temple de la facilité, de la paresse, de toutes sortes de trafic illicite. C'est-à-dire que les gens perçoivent parfois des salaires indus, qu'on fait le recensement qui est en cours organisé par le ministère des Finances, où les gens gagnent de l'argent qui n'ont jamais travaillé. D'accord. C'est aussi parce que les gens savent que là-bas, il n'y a pas une culture des résultats, c'est la paresse qui règne. Alors, pour parler trivialement, c'est la course au matricule. Alors, c'est ça, non? Oui, tout à fait. La course au matricule. Vous avez raison, absolument. Dominique Audrey Oyengele, votre lecture. Moi, je ne sais pas trop si les Camerounais rêvent encore de la fonction publique. Parce qu'on en est arrivé à un point où on sait pertinemment que vraiment, pour y arriver, c'est comme chercher des cheveux sur quelqu'un qui est chauve. Oui. Combien de personnes peuvent s'asseoir et se dire « Ok, j'ai des chances de me retrouver là-bas ». Je ne pense plus que les Camerounais rêvent à ça. Aujourd'hui, le chômage est en train de... Ou bien vous, les Camerounais, se sont résignés un tout petit peu. Malheureusement, on n'a plus d'espoir. Vraiment, si ça vient, ce sera une chance, mais on ne se focalise plus dessus parce qu'on sait que ça revient à certaines personnes, aux proches de telle autre personne. Aujourd'hui, le problème de l'emploi au Cameroun a pris une certaine ampleur. C'est devenu... Ça a explosé parce que même la démographie fait que de plus en plus, on a de cuvées de diplômés. Chaque année, on en a. Mais malheureusement, avec tous nos chantiers qui sont mornés, les usines qu'on aurait pu avoir, qui auraient pu créer des emplois,
pas des chantiers et autres, il n'y a plus moyen. Malheureusement, aujourd'hui, on a des Camerounais qui se retrouvent abusés et arnaqués parce que vous allez voir quelqu'un qui va se lever, par exemple, sur Internet, vous proposer un emploi et vous allez peut-être débourser même de l'argent et malheureusement, vous vous faites abuser. Et aujourd'hui encore, il y a des entreprises même qui proposent des emplois sur Internet. La pénétration du taux d'Internet au Cameroun laisse encore à désirer parce que tout le monde, malheureusement, n'a pas accès à cet Internet-là pour pouvoir accéder à ces emplois. Maintenant, j'ai du mal à percevoir, j'ai du mal à voir les efforts que font nos dirigeants. Voilà, que font nos dirigeants pour remédier à cette situation d'emploi avec des parents qui dépensent des sommes faramineuses pour payer des formations à leurs enfants. Aujourd'hui, que ce soit les littéraires ou bien les scientifiques, je pense que chacun a sa place et on devrait trouver des moyens pour que chacun puisse être intégré par rapport aux différentes filières qu'on choisit. D'accord. En tout cas, on retient qu'il n'y a pas eu de planification, c'est ça que je retiens. On n'a pas suffisamment anticipé la démographie galopante et l'explosion démographique. Aïdjo l'avait déjà fait en son temps, mais est-ce que ça a été pris suffisamment en compte dans les politiques qui ont été menées jusqu'ici? Malheureusement, les résultats nous montrent bien que mais non, on est au carrefour de nombreux jeunes qui nous surprennent par leur génie, par leur force et parfois se débrouillent comme ils peuvent pour s'en sortir. Et pourtant, l'État aurait pu anticiper cela et faire en sorte que ces jeunes-là trouvent un cadre idéal pour s'épanouir dans un pays qui donne des chances. Oui, allez-y. En quelques secondes, j'ai vu une image hier au Ghana où on a fait fabriquer des voitures au Ghana par des Ghanéens et pour des Ghanéens. Je crois qu'on a des personnes qui peuvent également faire ça. On peut également les utiliser et trouver des financements. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui s'appelle Tchak. Il a, bon, bien, vous le connaissez très bien, Jax. Il veut faire en sorte d'assembler, de faire des assemblages au Cameroun de nombreux appareils électroniques. Et il dit que ça créera de milliers, de centaines d'emplois si son projet est accompagné par le gouvernement camerounais, et ça pourra créer également des richesses, c'est en termes de milliards et de milliards de francs CFA, mais sauf qu'il n'est pas accompagné, il n'est pas écouté malheureusement. Plus grave, il y a un Français qui voulait faire des chaussures ici, le Sawa. On l'a chassé, il les fait maintenant. Le Sawa, c'est maintenant en Éthiopie. Non, vous dites quelque chose de fondamental, monsieur Fopo-Sinego. Oui. Nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux citoyens qu'il n'y a rien à faire. C'est ça le paradoxe qu'il faut résoudre. Vous allez vous rendre compte que d'ici l'année prochaine, vous n'aurez même plus de réparateurs de ventilateurs à la maison. Oui. Voilà, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Donc, nous avons bien les SAR-SM, les CETIC, les lycées techniques, mais est-ce qu'on les forme? Très bien. Prenez seulement deux, parce qu'on a, oui, je suis ingénieur à temps, c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe-t-il avec les pressings? Est-ce qu'on forme des gens pour des pressings, des repassages, de tout ça, il n'y en a pas. Est-ce qu'on forme des gens au métier de boulangerie? Il n'y en a pas. Donc, nous avons tout à construire. Et aujourd'hui, et ils vous le disent, hein, c'est opérateur économique. Il n'y en a pas. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas de plombier formé. On parle aujourd'hui. Oui, moi j'ai un BTS en transport logistique. Je vais avoir une licence professionnelle en transport logistique. Vous pour travailler où? Oui. Vous travaillez où? Et même c'est pour ça que lorsque certains enseignants vous disent, ah oui, adéquation, formation, emploi, quel tissu économique va les prendre? Quel tissu économique? Est-ce que nous avons aujourd'hui les armateurs qui peuvent recruter? D'abord, même les dockers, on commence à les chasser. D'accord. Donc, en fait, nous avons, c'est quand même c'est malheureux. C'est regrettable. Les ingénieurs, on ne les recrute pas. Nous, les Tchoughé, on ne recrute personne. D'accord. Vous avez tellement raison par rapport, je parle d'un secteur que je connais bien, c'est le pressing. Vous savez que dans le pressing, il y a plusieurs métiers. Il y a les blanchisseurs, ceux qui vont au bac et qui nettoient les vêtements. Il y a les repasseurs, il y a les assembleurs. Voilà. Alors, je vous dis que quand vous avez un pressing, vous avez toute la peine du monde à trouver de la main-d'œuvre qui puisse assurer cela. Qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils sont obligés de recruter des gens qu'ils mettent en stage, qu'ils font parfois. Et comme la nature humaine est ce qu'elle est, on peut vous faire passer 1 an, 2 ans de stage. Oui, puisque même quand vous êtes déjà
performant. Et si vous êtes en location quelque part, voilà. Vous savez bien, voilà. Puisqu'on est en train de vous former, voilà. Pour vous recruter après, vous allez faire le... Donc, ce qu'on dit pour le pressing, on peut le voir dans la boulangerie, dans les supermarchés, les rayons, dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines, c'est compliqué. Il faut trouver le moyen, justement, de codifier ça, de dire qu'on met en place des formations pour former des gens et on sait où on va aller les trouver. Si on veut des repasseurs, si on veut des assembleurs, si on veut des blanchisseurs, absolument. On va continuer les 2 ou 3 messages, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, parlant du chômage, le gouvernement doit subventionner l'entrepreneuriat jeune dans ce pays et laisser la main libre au secteur privé. C'est Roland Zoumene à Bonabéry qui réagit ce matin. Si vous permettez, ce qu'on appelle subvention, l'État vous dit n'a pas l'argent. On peut faire comme la Tunisie a fait sous Bourguiba. Vous dites 2 personnes sortent, je ne sais pas, l'école des travaux publics à Yaoundé. On leur demande de former un groupe. Ils payent, ils sont exonérés de taxes pendant 5 ans. Mais on leur donne des marchés. Parce qu'il y a une bourse de sous-traitance là qui les encadre, qui leur donne des marchés. Compris. On est vraiment pris sur le temps. Je rappelle que c'est grave. On va rapidement, et ça c'est au pas de course, fait la revue des réseaux sociaux Florazé. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations pour ce lundi et nous ouvrons notre dossier sport avec 2 informations qui se frottent, qui se côtoient et on ne saurait débuter cette revue des réseaux sociaux sans ce deuxième sacre de nos chères volleyeuses à travers notamment cette CAN féminine pour cette année 2019 avec beaucoup d'efforts aussi. Elles se sont surpassées, le Cameroun donc champion d'Afrique pour cette seconde édition. 2 fois consécutifs déjà. Bravo à nos Chalionnes qui se sont imposées face au Kenyan, il faut le rappeler. Et ce qui se murmure aussi quand il faut critiquer, malgré le fait qu'il n'y a eu aucune effervescence, on va le dire autour même de ces filles qui ont failli, il faut le rappeler, déclarer même forfait, faute d'argent, faute d'accompagnement. Ils ont failli déclarer forfait, justement, faute d'accompagnement financier au cœur même de cette compétition. Mais elles reviennent quand même encore plus fortes avec cette seconde, pour cette seconde édition, il faut aussi championne encore en volleyball, ici même en Afrique. Et puisqu'on est en sport et on parle justement des critiques et de ce qui fait force sur les réseaux sociaux, c'est notamment à travers cette suspension de toute activité de Tombi Aroko au Cameroun, activité sportive, je le rappelle, pour détournement de fonds, abus de biens sociaux, faux et usage de fonds. Rappelons qu'il a été reconnu coupable par la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECAFOOT. On peut revenir sur quelques faits. L'octroi des crédits non remboursés, autre avantage rendu au personnel et aux membres même du comité exécutif de la FECAFOOT et bien d'autres. Eric Fopoussi, donc Tombi Aroko, on va dire, définitivement donc radié de toute activité en tout cas de la FECAFOOT sportive au Cameroun. Félicitations encore aux Lions. Donc, enfin, on ne pouvait pas parler des Lions sans parler justement de cette affaire qui brûle sur les réseaux. On va y aller vraiment pas de course parce qu'on a pas beaucoup de temps, on est presque à 11h30. Alors on va rapidement prendre quelques avis sur cette question. Bon, je commence par vous et ensuite dans la prise. Oui, non, dans 2 petites choses. Moi, bravo aux Lions. Mais quelqu'un avait dit qu'il n'y aurait plus de sport, mais il n'y a plus de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé. Mais maintenant, je ne sais pas si... Il faut rendre hommage au président de la FECAVOLEY, le président Abouem, qui depuis qu'il est là, en train de faire un travail exceptionnel. Je tenais à rendre hommage à ce on l'abandonne et tout ça. Maintenant, de l'autre côté aussi, bon, je pense que M. Tombi, il a la possibilité de faire un recours, parce qu'il y a la chambre de recours, mais c'est qu'il le fait qu'ils lui sont reprochés quand même la sanction. Non, c'est très grave, ça montre en fait qu'il y a eu trop j'allais dire, de laxisme, bon, trop de choses. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, la tour de Tinga a laissé certains management approximatifs. Non, mais on sait tous que ce n'est pas une affaire propre à ce président. Voilà, donc, si on fouille bien, on verra des casseroles. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que c'est un règlement de compte entre eux? Parce qu'il faut quand même dire que c'est le clan IA qui continue. Peut-être qu'il faut couper les têtes des uns pour que les autres émergent. Parce que lorsque M. Iya, étant en prison, n'était pas encore condamné à l'époque, il a été élu président et son premier vice-président c'était Seydou Mbobo Dioya. Le deuxième vice-président c'était Alioum Konaté.
Maintenant qu'il a condamné, quand on revient avec les multiples comités de normalisation, c'est l'ancien vice-président qui prend la tête et M. Alioune Konaté devient premier vice-président. Donc ça veut dire qu'on a perdu tout ce temps-là pour revenir à ce qui avait été pris à l'option de... Maintenant, est-ce que Tombi, en secrétaire général, devenu président, il n'a pas su manager comme ils auraient souhaité? Je n'en sais rien. Mais bon, il a la possibilité de faire recours. Ok, Donald. Bon, d'abord sur la victoire, le sacre des Lions de volley. Je me rappelle qu'au départ de ces Lions à Yaoundé, lorsqu'elles partaient pour l'Égypte, il y avait un problème de budget qui se posait à l'époque. Elles avaient dû traîner plusieurs heures à Yaoundé avant de décoller. Oui. Ces Lions-là ont participé, je crois, au mois de juin à des éliminatoires de la zone 4 de leur discipline. Oui. Le ministre des Sports s'est fait attendre pendant des heures et finalement il n'est pas venu. Une autre cérémonie à laquelle... je prends ces images pour que vous voyez très bien le niveau de considération qu'on a. Bon, on va quand même saluer Joseph Antoine Bell, qui était présent à la demi-finale. Qui était présent à... Oui, voilà. L'accompagnement du gouvernement n'y est pas. Mais ils ont demandé qu'on les attende à l'aéroport aujourd'hui. C'est le cas pour bon nombre de sports. Si vous prenez le basketball, le tennis, ainsi de suite. D'accord. C'est le sort qui a réservé à ces... Sutom Biaroko Sidiki, je pense que c'est un secret pour les Chinais que le mouvement sportif et footballistique notamment est un secteur où la corruption a étendu ses tentacules. Mais quand on l'accuse de détournement de ballons, vraiment, c'est en sérieux. D'argent. Détournement de ballons. On dit qu'il a détourné les ballons, c'est 6 000 ballons. Mais c'est ça. C'est il a eu un don. Et il a de l'argent. Et il a demandé de ballons dans le cadre d'une convention. Et il s'agit des fonds que la FECAFOOT a débloqués pour ces fonds. 79 millions. Ce n'est pas une spécificité de la mandature du président. Est-ce que Etofis est en train de vouloir régler ses comptes avec Tombi Yaroko? Je vous pose la question à vous, par rapport au Bécam. Est-ce que Etofis, qui a quand même avalé toutes les couleuvres dans la période de Tombi Yaroko lorsqu'il était présent à FECAFOOT, est-ce qu'il n'est pas en train de prendre sa revanche? Notons quand même qu'après cette débâcle des Lions en Égypte, beaucoup on dit quand même qu'au moins Tombi Yaroko, avec lui, on a gagné la CAN 2017. Au Gabon, au moins avec lui, il a quand même réussi à arrêter Hugo Broos qui a fait ce qu'il a fait au Cameroun. Donc avec cette nouvelle exécutif à la tête de la FECAFOOT, on voit très bien que ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans tout ça? Bon, vous savez, les faits sont têtus et nous n'analysons, nous commentons que les faits. Que les faits, oui. Il me semble qu'il y a eu des projets de stade. Cet stade qui allait être construit à Bamenda, ces fameux projets de stade qui avaient été lancés par l'ancien président de la FECAFOOT, aujourd'hui incriminé. Il me semble qu'un compte rendu clair n'a jamais été fait de ces projets-là. Est-ce que les faits qui sont reprochés ne sont pas avérés? D'accord. Il y a le sentiment qu'il y a quand même des choses sur lesquelles son équipe aurait dû communiquer, nous rendre compte. Mais je veux dire que le lien de ma question, c'est qu'il est devant cette commission d'éthique de la FECAFOOT. Pour les cas comme ça, est-ce que ce n'est pas mieux un tribunal normal si on estime qu'il a détourné de l'argent, le code pénal a des prédispositions qui peuvent sanctionner, peut-être l'emprisonner. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de porter plainte au pénal? Mais je pense que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des moyens de recours. Je crois qu'il y a la chambre de conciliation et d'arbitrage. Oui, mais sauf qu'après, ça n'établira pas son innocence. Non, dans les textes de la FECAFOOT, les affaires ne sont pas traitées devant les tribunaux ordinaires. Non, mais ils les traitent en interne. Non, ce sont les tests organiques qui le disent. Non, ce sont les textes. Cette Blatter, président de la FIFA, a été incarcéré. Je vous parle des tests de la FECAFOOT. Ahmed Lakaf a été pris à Paris. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour un cas pénal, il a volé, c'est un vol. Vous portez plainte contre lui, on l'arrête. Je peux vous citer des cas où la FECAFOOT, depuis au moins Vincent Onana, leurs problèmes se règlent à l'interne. Mais pour les questions de procédure d'élection en interne. Mais non, des malversations, de tout, c'est leur problème interne. Ils ont des trucs. Il faut d'abord épuiser les moyens. Non, mais là maintenant, un État digne de ce nom, pas admettre que les gens aient volé et on dit que c'est là qu'eux qui peuvent sanctionner ceux qui ont volé. Donc, il faut faire adopter sa manière. On privilégie l'arbitrage. C'est vrai que l'arbitrage n'a pas pu. Sauf que là, c'est un cas pénal. Arriver à un consensus que les tribunaux
les tribunaux civils, justement, s'en chargent. Non, là, c'est un cas pénal. Donc, au pénal, si la FECAFO refuse donc de se porter partie civile, ils disent qu'ils règlent les problèmes en interne. Le procureur engage une action judiciaire contre lui. Oui, justement, c'est la crédibilité de notre justice qui sera appréciée à la lumière de ce que nous vivons. Est-ce qu'un procureur, s'il y a des intérêts plus ou moins avérés qui sont en jeu, il est difficile qu'un procureur... On a vu le parquet de Paris interroger Ahmad dans un cadre même qui concerne la CAF. Vous êtes à Paris, attends. Oui, mais je vous dis, pour qu'on comprenne, parce que quand je le dis, on pense que ça sort de l'extraordinaire. Je dis qu'on a vu des cas, comment on l'appelle encore, le président français là, de l'UEFA, Platini. Même Michel Platini a été aussi épinglé par des tribunaux du pénal pour des cas de football. Donc ça veut dire que le champ du football n'est pas exclu du champ pénal. Si vous avez fait, c'est-à-dire que si vous tuez un joueur dans un stade, on va dire que vous allez répondre. Mais vous allez répondre devant les tribunaux. Bien sûr. Ok, oui, Dominique Audrey. Sur la victoire de Lyon, on est content. Ça émeut, ça nous sort un peu de l'autre échec, de l'échec d'en face. L'échec d'en face. Maintenant, elles n'ont pas été accompagnées durant la compétition ou avant. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui qu'on demande aux gens de les attendre à 11h. Ça ne vaut pas la peine. Comme on vous a dit de l'autre côté là-bas, on ne veut pas vous voir également. Elles l'ont fait pour le peuple, pour notre bien. Et même si on n'est pas à l'aéroport avec vous, on vous porte dans notre cœur. Voilà. Et en ce qui concerne M. Tombiaroko, je crois que cette suspension va faire plaisir à certains et pas à d'autres. Maintenant, ils sont censés déposer un recours aujourd'hui. On attend, mais je pense que autant de chefs d'accusation, ça ne peut pas venir de nulle part. Quand même, dire que des ballons, 6 000 ballons à 79 millions, alors qu'on vous avait fait un don, c'est fort. Hein. Oui, mais quand... Bon, bref, je vais revenir sur le débat. on va s'éterniser. Attention, on va s'éterniser. Même si c'est une cuillère que vous avez achetée, et qu'on ne voit pas de traçabilité sur l'achat de la cuillère, lorsque c'est des fonds publics, même si c'est 150 francs, vous êtes poursuivi. Voilà, au pénal, non. Un procureur doit s'en charger. Après avoir, dès qu'on a terminé à FECAFOOT. Bon, allez-y Flora, vous voulez dire quoi? Oui, beaucoup plus sur les Lions. Vous voyez, l'affaire justement de la FECAFOOT nous pousse à nous interroger. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé avant que les Lions, eux, n'aillent en Égypte avec ce conflit, avec tout ce qu'ils ont exigé, avant justement le début de la compétition. De l'autre côté, on a eu ces filles qui n'ont eu pratiquement aucun accompagnement. Il n'y a eu aucune effervescence autour de ces femmes. Et puis après, on nous dit au Cameroun qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas... Non, mais ne faites pas cette... Mais ça commence avec nous les Camerounais. Oui, non, je ne parle pas... Non, je ne veux pas, non. Mais c'est pas, oui. J'ai dit à l'entame. Oui, pourquoi pas? Non, oui, pourquoi pas? J'ai dit à l'entame des propos que tout ça nous pousse, nous pousse à nous interroger. Oui, non, pour moi, je vous ai dit, j'ai des amis. Moi, particulièrement, je ne ferais pas être une volleyeuse professionnelle. Mais c'est un sport, par exemple, que j'aime bien. Ou bien le handball aussi, que j'ai pratiqué à l'école. Donc, je dis que... Mais vous comprenez que quand il y a un match de football, les gens sont... Non, mais la faute à qui alors? Arrêtons de politiser le sport. C'est moi, la faute au football qui est plus intéressant. Non, pas au sport, au football qui est plus intéressant. Voilà donc les filles qui ont... Attendez, c'est vous qui n'arrivez pas justement à aimer la discipline. Vous n'arrivez pas à aimer la discipline et à intégrer le fait qu'il y ait des Camerounais qui sont professionnalisés dans la chose et qui justement réussissent à hisser le drapeau de votre pays, à être patriotes, etc. et tout. Elles sont arrivées, elles sont championnes. Elles ont réussi pour la seconde fois à être championnes d'Afrique. Ça, il faut le dire. On n'en parle pas parce que justement, vous voyez, il y a des situations très tristes qui ont taché justement à cette histoire. Mais on n'en parle, non, pas c'est moi. Non. Et on n'en parle pas. C'est les goûts, mais on n'en parle pas, mais c'est triste. Et c'est ce qu'il faut relayer. Oui, mais c'est les goûts. Vous êtes triste. Bon, on va s'appesantir sur le sort. Il ne devrait plus avoir de sport majeur, mineur et autres. Quand elles font comme c'est une équipe nationale, elles ont droit à un accompagnement. Vous savez, il y a une elles ont droit à un accompagnement. Oui ou non, monsieur Fopoussini? Vous savez, il y a une Vous dites que le football est plus intéressant que le volley. Vous savez, il y a une joueuse américaine. Il y a une joueuse américaine qui se plaint en conférence de presse que les salaires
des joueuses, des footballeuses, des femmes qui jouent au football sont, quand on compare ce salaire au salaire des hommes qui jouent au football, vraiment se jouer la nuit. Elle s'est plainte de ça. Oui. Non, mais ce n'est que justice. Est-ce que le football féminin a autant d'audience que le football masculin? Ça se construit. Donc il faut bien que c'est le business. Il faut chaque discipline construit son business. Tout récemment, pas de basketball. Le basketball, comme le Camerounais regarde le basketball, mais parce qu'il y a vous étiez justement de parler de Siakam qui est un Camerounais qui a gardé sa nationalité. Parce que Siakam a réussi avec ce qu'il a fait. Donc sûrement ces volleyeuses avec leur espoir, on en parle sur ce plateau ce matin. Ça veut dire que ça quelque chose. Oui, elles sont allées sur le soutien. Il ne faut pas le décrier. Oui, juste un mot à 10 secondes. Moi, je pense que le débat sur le sport majeur, sport mineur, c'est pour moi c'est un faux débat. Pourquoi? Voilà. Je m'explique. En deux Vous mots, me rejoignez. il y a des sports mineurs et des sports majeurs. Il faut Vous savez pourquoi? Ce sont les faits. Oui. Il y a des sports qui sont plus pratiqués et plus observés, plus par exemple, regardés que d'autres. La pétanque, le badminton, vraiment qui regarde? Par exemple, c'est quoi il y a des sports plus populaires que d'autres. C'est ça qu'on appelle sport majeur. Le problème au Cameroun, c'est qu'il y a une politique discriminante pour les sports. Les fédérations des sports qu'on appelle sport mineur, basketball, volleyball, handball, tennis, Bon, handball. basket, c'est pas vraiment mineur. Hein, parce que Vous regardez mineur au sens où ce sont des fédérations sur lesquelles la politique sportive n'est pas regardante. Camerounaise. Au Cameroun, bien sûr. Si vous regardez bien, ce sont des fédérations où le budget arrive, le président et le vice-président, en tout cas le bureau, s'en accapare. Ce sont des fédérations dont les bureaux, les exécutifs... Et il faut également dire qu'aux États-Unis, le football est un sport mineur. Par exemple. Le soccer, comment le football Non, nous nous parlons du Cameroun. Non, pour expliquer, pour revenir à votre logique, Voilà. il y a des sports mineurs par rapport à la popularité des Justement. pays, par rapport au pays. Donc, il n'y a pas de compte rendu. Je Oui. pense qu'il y a le ministre du Sport a donné des instructions qu'il y a un bilan audit de cette D'accord, affaire. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Donc, ce sont des fédérations où les présidents et les présidents prennent les budgets, D'accord. ça n'accapare et finalement on n'a pas de compte rendu. Ce sont des D'accord. fédérations qui Ok. n'ont pas d'activité D'accord. et qui contribuent. Là, donc- c'est la gouvernance. Absolument. Là, c'est la gouvernance. Hein. Bon, mais maintenant, les politiques, les pas là. notions Voilà. non, là, c'est la gouvernance qu'on va interroger là maintenant. Ça contribue à faire en sorte qu'il n'y a pas d'infrastructure. Moi, je pensais qu'on parlait de l'engouement des Camerounais vis-à-vis d'une performance. Je vous rappelle pas le sport, même avant. Et je vous dis même qu'en avant Inde, par exemple, le cricket, le cricket Mais bon, est une Bengal. religion nationale. Même avant. Mais au Cameroun, pas le cricket, personne ne veut. C'est pas si c'est une fédération au Cameroun, mais je veux dire. Il y en a. Même avant. fédération Par cricket. exemple, voilà. Voilà. Et il y a des il y budgets. a aussi le Attention, il y a judo. des budgets. Voilà. La lutte. Ok. Vous savez pourquoi la gouvernance ne peut pas être séparée du débat sur le sport majeur, sport mineur. Justement parce que il y a des sports mineurs, les gens estiment que ce sont des sports qui sont à l'ombre et donc sur lesquels le gouvernement n'a pas un regard pointilleux et donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. D'accord, mais en tout cas, le football, plus que tous les autres, subit Déchaîne des passions. cette gouvernance-là. Vous voyez, Thomas Rico vient d'être épinglé pour et les médias aussi. Le Cameroun, en termes de gouvernance, quel que soit le secteur, qu'il soit mineur ou pas mineur, il y a des gens qui vont toujours faire même base sur les finances. Ça veut dire qu'au Cameroun, sur ces questions-là, vraiment, de gouvernance, c'est vraiment généralisé. Mais le football brasse plus d'argent que les autres. Attention, c'est pour ça que... Et là-bas aussi, on fait plus de malgouvernance. Vous avez vu la vidéo de Petrus Boumal. Ça va tout nous dire. Ouais. On va, Flores, poursuivre rapidement. Malheureusement, c'était très passionnant. On pourrait passer toute la journée à en parler, que nous n'en aurons pas épuisé le début. Mais continuons la revue des réseaux sociaux. Oui, il faut pousser. J'espère que les micros sont fermés. Est-ce qu'il faut forcément que les micros soient fermés pour que je continue? Cette fois, oui, il faut que les micros sont fermés. Bon, attends, ouvert? Oui, ouvert. Il faut que les téléspectateurs vous écoutent, madame. Voilà, okay. je vous dis. Bébé Brice qui a su. Alors, vous savez, sur les réseaux sociaux, ça bouillonne avec justement ces propos qui ont été relayés sur la toile à travers une émission, enfin, de radio privée à Yaoundé. On a donc Messanga Nyamdi qui a... Enfin, c'est un nouveau challenge parce qu'il a fait des déclarations, lui pensant que justement, il avait... les micros justement de la dite radio étaient, comment on dit, fermés.
fermé, si vous voulez, ne passait plus. Donc, il a fait quelques petites révélations. Hein. Donc, il a dit, entre autres, il y a pas mal de très grands opposants à côté du président de la République. Ils disent que le président est malade. Et ils disent que sa femme également est malade. Bref, il a dit tellement de choses, justement. Et aujourd'hui, qui est donc relayé sur la toile, certains pensent que le président est bloqué. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se disent éventuellement sur lui et sur justement des personnes qui créent cette barrière. Il faut pousser, qui dérange, il a aussi dit, qui dérange même le chef de l'État, ses enfants et bien d'autres. Donc autant de révélations qui ont été faites et il faut pousser, qui n'engagent que le professeur. Et puis vous pouvez imaginer, avec la prise des réseaux sociaux et des commentaires. Je vous invite aussi à faire un tour sur la toile. Ou bien taper la vidéo fermée. Tout simplement. Le micro est fermé. Le micro est fermé. Donc on n'invente rien. Alors, la toile. Dans la brise, c'est bon, vous êtes des journalistes, c'est peut-être pendant qu'on en parle. On sait tous la valeur du off. Le off, vous savez que les politiques nous font parfois des off et vous disent que bon, là, on fait l'interview. Cette partie de l'interview, je préfère qu'on ne la diffuse pas, mais voilà ce qu'on va diffuser. Bon, c'est une pratique habituelle. Mais là, c'est une pratique qui est utilisée à des fins inavouées, là, clairement. Oui, absolument. Détournement d'une pratique journalistique bien connue. C'est pas professionnel. Oui. C'est pas professionnel. Ça veut dire que les collaborateurs de cette radio-là ne peuvent pas garder un secret. Vous savez, lorsque nous qui sommes habitués, avons été habitués à couvrir les sommets des chefs d'État, y compris aux Nations Unies, les discours des chefs d'État vous étaient donnés avant. Oui. Je pense que c'est toujours le cas. Mais on vous dit embargo jusqu'au prononcé. Voilà. Donc vous avez le discours, on vous dit voilà ce que George Bush va dire, voilà ce que Helmut Kohl va dire, voilà ce que Mitterrand, voilà, on vous les donne. Et on dit embargo. Oui, mais maintenant, vous attendez jusqu'à ce que c'est quelque chose. Justement, sauf que cet embargo-là qui était dans le champ politique, je me rappelle d'une émission sur une chaîne française où il y avait un journaliste politique, Michael Darmon pour le citer, qui avait une rubrique dans une émission qui s'appelait les off politiques. Ça veut dire que désormais, les politiques ont utilisé les off pour déguiser certains messages qu'ils veulent transmettre. Je ne suis pas certain que M. Sanga souhaitait vraiment que le micro soit fermé. C'était pour lui une manière de faire passer un message sans pourtant montrer qu'il passait le message officiellement. Non, c'est possible, mais au moins professionnellement, il faut fermer le micro. Puisqu'il a demandé. Il y a les off. Il y a les off. Donc, il faut le faire. Et maintenant, est-ce que lui, il savait bien qu'on pouvait ne pas fermer le micro? Bon, c'est possible. Mais ils disent, parce qu'il est quand même un homme que je dis biaïste, donc il ne peut pas s'attaquer ou dire des choses qui puissent entacher, j'allais dire, la notoriété du chef de l'État. C'est un biaïste. En tout cas, ce qu'il a dit plutôt relève... relève certaines contradictions qu'on peut observer au sein de l'appareil, au sein du Sénat. Mais également aussi parce que ça, c'est pas, moi je peux pas trop le condamner. Il dit, il y a certaines personnes, parce qu'il a toujours dit en d'autres termes, qui ont pris le chef de l'État en otage. Donc les gens qui ont pris le chef de l'État en otage, maintenant ils commencent donc à donner quelques biscuits aux journalistes. Est-ce que justement, il voulait que ce soit un off ou voulait-il que ce soit connu de tous? Non, il voulait, de mon point de vue, que ce soit d'abord off journaliste. Oui, parce que c'est un enseignant, c'est un militant qui aime discuter. Il vous dit, il y a des gens dans ce pays qui n'aiment pas le chef d'État. Ça commence par le cabinet civil, le secrétariat général, le président de la République. Là, il peut le dire. Maintenant, en off, il va vous dire tel, comme vous voyez, ils sont comme ça. Moi-même, Sanga, c'est eux qui m'ont bloqué mon dossier de recrutement. C'est eux qui m'ont empêché. On va dire ça parce que il faut dire que Sanga, qu'on a plusieurs fois reçu le matin sur Radio Equinox, après chaque émission, nous a fait beaucoup de confidences, des off. Voilà, tout à fait. Parce qu'il a fait des off et des off. Vraiment. Moi, je pense qu'on l'a piégé.
D'accord. Pas bon. Ok, on va terminer avec l'autre, l'ADF, machin, Florazé, rapidement. Oui, il faut pousser. Je vous avais Malheureusement, Donald, on a plus de temps. Ah oui, mais il pourra quand même s'exprimer sur ces images pour ce lundi. On va à Accra, on est au Ghana. Alors là, il y a des images d'une Ghanéenne qu'on a donc en plein travail. Là, elle est en train de faire une sorte d'investissement humain. Elle ramasse donc des petits déchets parce qu'à la base, elle dans son véhicule, on a des images, elle dans son véhicule, elle a donc fini, il faut pousser soit avec, je sais pas moi, ses déchets, et puis, alors, elle a donc envoyé à travers c'est très commun au Cameroun. sa vie. Et puis, là, aux alentours, il y avait donc un agent de police qui l'a tout de suite interpellé, et puis, il a demandé, madame, de ramasser. Donc, au Ghana, il n'y a pas de poubelles comme chez nous, alors. Et puis, de faire eux, ils ont des endroits où on jette les ordures. Oui. Non, nous, on les jette partout. D'accord. Voilà. Bon, allez, sinon, on pourrait quand même la qualité de l'image, mais bon, c'est la dame en question qui, elle, ne voulait même pas qu'on voie son visage. Et donc, tout de suite, avec le policier, l'agent de police. Qui lui montre tout ce qu'il faut ramasser. Oui, tout ce qu'il faut ramasser. Parce que justement, c'est sa voiture qui est garée là. Oui, c'est sa voiture qui est garée là. Et puis, vous savez que sur les réseaux sociaux, tout de suite, certaines Ghanéens qui... C'est ce qu'on appelle donc avoir l'esprit patriotique. Je vous disais dernièrement, soulèvement en Algérie, et vous voyez les Algériens qui s'organisent derrière, et eux-mêmes ramassent les bouteilles d'eau, tout ce qu'on jette comme plastique, ils mettent dans les sacs poubelles. On n'est pas sûr que c'est une Camerounaise. De toutes les manières. Parce que le fait de lancer les trucs par la fenêtre comme ça, vraiment, c'est notre propre. C'est peut-être une Camerounaise qui est là-bas. Oui, Donald, sur cette question, nous en écoutez, ça nous renseigne sur le niveau de culture du civisme que nous avons dans ces pays. C'est intéressant que ce soit au Ghana parce que le Ghana, comme l'Éthiopie et le Kenya, sont les pays où ils ont réussi ce qu'on appelle la transition écologique. Ce sont les pays qui ont transformé les produits plastiques qui sont au départ des produits nocifs pour la santé en source de richesse, création d'emplois et évidemment recyclage et tout ce que cela. Ok, merci. On va s'arrêter là, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Un peu bâclé sur la fin, je vous concerne. Mais demain, je vous promets, on fera totalement votre rubrique avec plus de temps sur les différents sujets. On va basculer avec la victoire du Sénégal. Nangadef à Dakar. Les Sénégalais sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et Consti Lamine, eh ben oui, il est content, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour Consti. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs, déjà bien des choses, à tous nos amis sénégalais, à tous mes frères sénégalais, du côté bien sûr d'Akwa, de Yaoundé, dans le monde entier. Alors très content ce matin, déjà pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, le fils de Consti Lamine, notamment Donald Trésor, célèbre un an de plus aujourd'hui. Il a exactement 9 ans. Ah ben oui, c'est un 17 juillet qu'il a vu le jour, bien entendu, au Cameroun. Alors c'est donc l'occasion pour moi de célébrer un joyeux anniversaire à Donald Trésor, le fils chéri de Consti Lamine, qui a un an de plus aujourd'hui. La deuxième, c'est-à-dire la deuxième joie, c'est la victoire des Lions du Sénégal, bien entendu hier du côté de l'Égypte. Alors le Sénégal est en finale. C'est vrai, Consti Lamine a deux pays, le Cameroun et le Sénégal. Malheureusement pour le Cameroun, on n'a pas pu aller au devant de la scène, mais le deuxième pays a dit, Consti Lamine, tu ne seras pas déçu, nous allons tout faire pour aller en finale. Et pour arroser ces deux événements, j'offre encore une semaine de réduction sur le Von Bio Oméga 3. Le temps de rappeler que le prix officiel est de 6 000 francs. Le prix du concept Salaka est de 5 500. Mais aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de mon fils, de notre trésor et de la victoire du Sénégal, vous aurez l'occasion d'acheter le Von Bio Oméga 3 pendant une semaine à 5 000 francs seulement. Et je rappelle que vous serez facturé à 5 500. Les autres 500 francs seront supportés par le concept Salaka. C'est donc l'occasion plus que jamais pour les téléspectateurs de courir du côté du magasin Milan Tapi et d'acheter leur Von Bio Oméga 3 jusqu'à samedi 21 juillet au prix de 5 000 francs. Je rappelle que c'est le prix à l'occasion de ces deux événements. Et après le 21 juillet, vous l'achèterez à 5 500 francs, qui est d'ailleurs un prix uniquement du concept Salaka. Alors parlons des avantages du Von Bio Oméga 3. Il faut déjà rappeler que c'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC,
de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le 22 oméga 3 permet également de faciliter la guérison des inflammations. Il permet également de prévenir des maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Il permet également de nous prévenir contre l'AVC. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du 22 oméga 3 qui, je rappelle, est un complément alimentaire qui vient directement des laboratoires Cedorex et représenté au Cameroun et en Afrique par le concept de Salaka de Consti-Lamine. C'est donc l'occasion ici d'attirer l'attention de ceux-là qui nous regardent, les personnes du troisième âge, c'est-à-dire tous ceux-là qui ont des problèmes de tension, les problèmes de diabète, les problèmes de rhumatisme, les problèmes, c'est-à-dire de courbature. Alors n'hésitez pas, consommez le 22 oméga 3. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, vous avez également la lotion des diabétiques qui va également recevoir une réduction spéciale. Donc vous l'achèterez jusqu'à samedi 21 juillet à 5500 francs. Donc n'hésitez surtout pas, choisissez ces compléments alimentaires. Merci merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps, on va prendre interpellation au pas de course maintenant. À tout de suite. Le développement est qu'on cherche moyen comment on va faire pour créer les emplois pour nos enfants d'aujourd'hui. Parce que quand un enfant obtient le BEP, c'est le niveau, il n'a pas l'emploi, il rentre encore au quartier, tout ça là. Ça, ce sont des choses que, vraiment, que le gouvernement doit veiller. Et vraiment, quand tu dis la vérité ici au pays maintenant, alors c'est qu'on va se te couper la tête, tout ça là. Vraiment, des choses comme ça, ce n'est pas bon dans un pays. Il faut laisser que n'importe qui puisse alors s'estimer. Hein? Vous voyez que dernièrement, quand on dit que les hommes d'affaires font ceci, cela, la marche, on prend les gens, même les innocents, on les met en prison. Quelqu'un ne peut pas s'exprimer normalement dans son pays. Vraiment, ce n'est pas bien. Ouais, non. Il faut alors parfois comprendre que laissons l'expression. N'importe qui est libre de s'exprimer. Quand c'est blanc, ne dit pas que c'est noir. Il faut accepter ce qu'on dit. Vraiment, c'est net et clair. C'est ça que ça tue beaucoup de gens. Vous voyez que maintenant, à l'heure actuelle, on ne comprend plus rien. Les hommes d'affaires, tu te lèves la tête, on te met en prison. On fait ceci, on te met en prison. Vraiment, ça ne peut pas s'avancer le pays. Voilà, on va commenter Boro Bengan avec vous, les propos du compatriote en 30 secondes. Je suis 1000% d'accord avec lui. Il n'y a pas d'emploi. Donald Brice nous en a fait les démonstrations tout à l'heure. Oui. Mais au moins, laissez-nous parler. Laissez-nous marcher. Laissez-nous marcher. On dit que parler est une thérapie. On n'a pas l'emploi, on n'a pas de si, mais on ne peut pas se soigner. Ou même pour marcher, pour dire que le pays va mal. Laissez-nous marcher, on rentre. D'accord, très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de Camerounais on est frustrés à tous les niveaux, qui sont avides d'expression, de parler, de s'exprimer, de se lâcher. On le sent le matin quand on ouvre l'antenne à la radio. On voit bien que les Camerounais ont envie de dire des choses. On la rage parfois lorsqu'ils parlent, même des SMS que nous recevons ici. On va basculer au plateau B avec Consti-Lamine qui est encore là. Consti, on termine avec Red Copper et les gants, super gants. Toujours, bien entendu, merci donc Eric. Nous allons donc conclure la vente de ce matin avec cette poêle révolutionnaire, la poêle Red Copper. Oh là 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 là. Aïe, cette poêle, elle est tellement nyanga qu'elle vous donne l'envie de l'utiliser. Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Les restaurants, les hôtels, les particuliers, c'est-à-dire en fait dans le cafétéria, c'est donc l'occasion plus que jamais d'acheter la poêle Red Copper. Étant donné que nous sommes en train de faire une réduction spéciale sur tous les articles du magasin Mille Tapis, je dirais même une double réduction parce que 14 000 francs est le prix de promotion, mais à l'occasion de cette victoire des Lions du Sénégal et à l'occasion bien sûr de 1 an de plus de Donald Trésor, vous aurez l'occasion, chers téléspectateurs, d'acheter la poêle au lieu de 14 000 francs, vous l'aurez à 13 000 francs, votre poêle Red Copper du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Une réduction de 1000 francs, c'est énorme pour un commerçant. Ah ben oui, 1000 francs c'est beaucoup, mais Consti-Lamine vous permet d'avoir une réduction de 1000 francs sur la poêle Red Copper qui coûte d'habitude 14 000 francs. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, vous avez les gants de cuisine. Ces gants de cuisine qui sont pratiques, elles nous permettent d'être à l'abri des brûlures pendant la cuisine. Vous les avez au prix de promotion à 5 000 francs, mais jusqu'au samedi 21 juillet,
vous les achèterez à 4 000 francs, votre paire de gants. Et ceux qui ont besoin, bien entendu, de la poêle Red Copper et de la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, qui est déjà un prix de réduction, parce qu'il faut rappeler que la poêle et la paire de gants coûtent normalement en promotion 19 000 francs, mais 16 500 francs, c'est déjà une double réduction. Et une troisième réduction, au lieu de 16 500 francs, vous achèterez l'ensemble de ces deux articles à 15 500 francs. Ah ben oui, donc profitez de cette double réduction pour acheter votre poêle Red Copper, cette poêle qui ne colle pas, cette poêle qui est bien entendu très pratique, cette poêle qui n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on utilise de l'huile pendant la friture. Vous l'avez donc à 15 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et parlant bien sûr des modalités de livraison, pour ceux qui ont besoin d'un article concept de Salaka, il suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande dès à présent. Nous nous chargerons d'assurer la livraison de vos articles. Alors, chers téléspectateurs, acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au concept de Salaka, c'est encore mieux. Et je ne saurais partir sans dire merci et un bonjour particulier à la maman de Donald Trésor, la ravissante Abbé Signone Germaine La Fortune, du côté bien sûr de Yaoundé. Merci beaucoup et surtout, bien des choses à tous les clients. Vous en profitez, hein, et c'est de bonne guerre. On va terminer ce programme ce matin, malheureusement, madame, messieurs, nous n'aurons pas lu assez de messages comme convenu, mais ce n'est que partie remise. Demain, nous serons au rendez-vous. Florazé, tenez-vous tranquille. Merci Donald Brice-Kamgan, merci Bobo Bégan, merci Dominique Audrey Oyangele, merci à toutes nos équipes techniques. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox. Nos programmes s'enchaînent. Rendez-vous demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.